Ok, il est 18h07, on va attaquer. Merci de votre présence à toutes et à tous. Vous êtes venus nombreux, sans doute que le sujet vous intéresse. On va essayer de ne pas finir à minuit. Donc, on va être relativement bref sur les explications et on sera bien évidemment ouvert à toutes les questions. Vous verrez le modus operandi qu'on a mis en place pour que vous puissiez vous exprimer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Favre. Je vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit et sans doute vous avez vu pour certains les visios sur Instagram ou sur Facebook. Donc je suis originaire de Tignes, j'ai toujours vécu à Tignes avec des activités professionnelles qui m'ont fait bouger sur pas mal de pays, toujours dans l'environnement du loisir, du tourisme et de l'outdoor. Je vais pas me présenter sur la partie familiale et autres. Comme le sujet est purement économique, je vais juste donner deux, trois traces de mon passé, de mes expériences et de ma carrière professionnelle. Vous le savez, j'ai créé Evolution 2 juste après mes études, à la fin de mes études, j'avais 24 ans. Au moment où le tourisme, fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, c'était pas simple. C'est un moment où si tous les socio-professionnels partaient sur la Côte d'Azur au mois de janvier, on n'aurait pas vu la différence, parce qu'il n'y avait personne sur ces périodes-là. Vous avez remarqué que les fréquentations ont changé depuis, complètement changé. Donc, j'ai créé une entreprise dans un monde qui était déjà incertain, mais qui était un monde incertain au niveau économique. C'est une entreprise que j'ai développée d'abord sur Tignes et Val d'Isère. Ensuite, sur 32, j'ai mis en place une licence de marque et pour embarquer des entrepreneurs. Il y a un moment, alors c'est une fierté parce que j'aime bien voyager, faire voyager on était sur tous les continents à une période. Donc, c'était bien. Et ensuite, à partir de 2016-2017, la marque Evolution 2 a été embarquée par la Compagnie des Alpes, que vous connaissez tous, pour aider la Compagnie des Alpes ou assister ou accompagner la Compagnie des Alpes dans le développement international, puisque la Compagnie des Alpes, vous le savez, le fait encore d'ailleurs, vend du consulting, ne fait pas d'investissement comme certains peuvent le penser à l'étranger, mais vend du consulting à plein de pays. On a pu donc, j'ai pu comme ça, implanter la marque Evolution 2 en Chine, notamment où j'ai passé pas mal de temps pendant 4 saisons. Également avec des projets en Russie qui n'ont pas abouti pour les raisons que vous connaissez. Donc la marque s'est bien implantée à droite, à gauche, et j'ai eu la chance de fédérer 32 entrepreneurs qui avaient comme moi une marque sur la veste en permanence, et fédérer les entrepreneurs. Déjà fédérer des moniteurs, c'est pas toujours simple, des guides de haute montagne encore moins, mais des entrepreneurs, c'est pas simple. Donc j'ai fédéré des entrepreneurs pendant à peu près 35 ans, et la marque, je suis entrepreneur et la marque, donc j'ai fini par la vendre à la demande de la Compagnie des Alpes, je précise bien, la demande de la Compagnie des Alpes. C'est un processus qui a été long, de 2018 à 2021, avec au milieu un passage que vous n'avez pas oublié, qui était la crise sanitaire, donc ça a été un peu plus long que prévu. Et ensuite, j'ai eu un poste à la Compagnie des Alpes, dans le comité de direction des domaines skiables, et dans un cercle de management de toute la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire avec les parcs d'attractions. Donc on avait ça le comité de direction, le CODIR de la Compagnie des Alpes Domaines Skiables, pendant 3 ans. Depuis, donc, je devais accompagner la Compagnie des Alpes jusqu'en 2026 sur l'intégration de la marque Evolution 2 dans ce monde-là. J'ai décidé d'arrêter bien avant, pas par opposition ou par conflit avec la Compagnie des Alpes, c'est jusqu'à 60, à l'époque j'avais 60 ans. À 60 ans, toutes les réunions parisiennes, j'aime bien Paris, toutes les réunions parisiennes, toutes les réunions à Chambéry étaient trop intenses, il y avait une densité importante de sollicitations. Donc j'ai décidé en fait d'arrêter, de mettre fin à ma mission. Ça m'a permis quand même, vous l'avez compris, de participer à une quarantaine de réunions CODIR. La Compagnie des Alpes, il y a pas mal de gens de la SCGM qui sont là, la Compagnie des Alpes fait partie des grandes entreprises qui ont beaucoup de réunions, qui sollicitent très très souvent leurs cadres pour avoir des réunions qui sont sur une sphère globale. C'est-à-dire, quand j'étais en réunion CODIR, comité de direction de Domaines-Skiables, vous avez bien compris que je ne parlais pas que de ski, de VTT, de rafting ou de plongée sous glace. On parlait vraiment d'exploitation des domaines de montagne. C'était l'époque aussi, je finirai par là, où la Compagnie des Alpes avait une vraie vocation à s'intégrer de manière plus importante dans la chaîne de valeur touristique. C'était leurs éléments de langage. Et voulait avoir des dispositions et des investissements dans plus de domaines, de secteurs d'activité que les domaines skiables. C'est pour ça que la marque Evolution 2, en fait, a été achetée à ce moment-là. Donc j'estime être, entre guillemets, fort d'une expérience
non seulement dans le monde des entreprises, j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie, mais également d'avoir été dans le cœur du réacteur de la Compagnie des Alpes pendant pas mal d'années, et en avoir vu, bien évidemment, toutes les forces, sans doute quelques faiblesses, parce que qui n'a pas de faiblesse dans le monde de l'entreprise, et de pouvoir en tirer des conclusions de management qui sont, à mes yeux, structurantes et intéressantes. Voilà, et aujourd'hui, je l'ai dit également, je l'ai écrit, je suis libre de tout mandat, de toute convention, de tout contrat, et j'ai décidé, même s'il y a des gens qui me voyaient pas régulièrement à Tignes, j'ai toujours été à Tignes. Tignes, ça a toujours été mon camp de base, mon refuge principal. Et moi, j'avais un bureau à Annecy, pour certains le savent, j'étais beaucoup à Annecy également pour manager toute la marque Evolution 2. Mais maintenant, je suis de retour de manière permanente à Tignes. Et j'ai une vision qui est collective. Je veux, c'est pas un lieu commun, je veux vraiment rendre à Tignes ce que Tignes m'a donné. C'est un territoire que je connais très bien, parce que pour connaître un territoire, et je crois qu'autour de la salle, il y a beaucoup de monde qui le connaissent aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Connaître Tignes, c'est connaître les gens. Et là-dessus, j'ai pris du retard parce que avec mes activités professionnelles, il y a des gens que je ne connais pas malheureusement, mais j'espère apprendre à les connaître très rapidement. Et également la partie naturelle, la partie économique. La partie économique m'a toujours intéressé parce que l'entreprise m'a toujours intéressé. La partie sociale également. J'ai eu la chance de fédérer pas mal de monde, que ce soit des salariés, peut-être 700 moniteurs, guides d'haute montagne, guides de rafting au total sur ma carrière. Donc vous avez compris que l'aspect social est pour moi quelque chose qui... J'aime pas trop le mot social, d'ailleurs, l'aspect équipe est pour moi quelque chose de très fondamental. Voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour sur... En fait, je suis en train de vous dire que ce qu'on va exposer maintenant, l'économie, c'est un sujet qui m'intéresse au premier chef. Tous les sujets m'intéressent. J'ai commencé une consultation en décembre 2024, il y a quelques mois. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous d'ailleurs dans la salle, sur des sujets qui étaient complètement éloignés de mes connaissances, de mes expériences, et je n'étais pas sachant dans ces domaines, donc pas expert. Ça ne veut pas dire que je suis aujourd'hui, hein. Ça serait une prétention. Ça veut dire que j'ai ouvert des grands livres sur des domaines que je ne connaissais pas. Et il y a un paquet que je ne connaissais pas. Donc je travaille sur le sujet. Vous le savez sans doute, Lionel Badoz qui est à mes côtés. Lionel est venu avec moi très rapidement. Lionel a été impliqué, il va se présenter, a été impliqué dans la politique locale dès les élections de 2020. Lionel est un Tignard. Pour moi, un Tignard, c'est quelqu'un qui décide un jour de résider sur place, d'avoir une activité professionnelle, peut-être sportive ou pas, familiale ou pas, et qui envisage de rester sur le territoire. Donc la définition du mot Tignard, elle est là pour moi. Et Lionel fait partie des gens qui sont vraiment des Tignards. Alors, en 2 mots, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lionel Badoz. Alors, je suis originaire de Lyon, mais effectivement, j'ai une histoire tignarde depuis ma naissance, puisque avec mon grand âge, je fais partie des gens qui ont été évacués de l'immeuble Horizon 2000 en 70 quand il y avait l'avalanche. Donc, ça fait une grande histoire. Et je suis le gendre, pour ceux qui l'ont connu, de Jean Calgani, qui avait la parfumerie en face de la Poste. On l'appelait Jean le parfumeur, qui s'occupait beaucoup du bridge notamment, et puis aussi des boules. Voilà, et donc depuis 15 ans, j'habite désormais au Villaret des Brévières, et un peu comme Hervé dans des domaines très différents, puisque moi c'était dans les télécoms et l'informatique. J'ai une vie d'entrepreneur, puisque j'ai créé, développé et présidé une société qui distribuait des solutions télécoms et informatiques aux entreprises, que j'ai revendue en 2022, et j'ai accompagné jusqu'au mois de juin les gens qui ont racheté l'entreprise, et je suis désormais libre de mon temps, et c'est la raison pour laquelle je suis venu rencontrer Hervé, et je me suis associé à sa réflexion, qui pour moi est un prolongement aussi de l'action que j'avais eue sur la liste naturellement Tignes Nouvelle Trace, pardon, lors de l'élection précédente. Très bien, merci. Donc la réunion de ce soir est une réunion qui est un peu technique, parce que c'est un sujet technique. Vous savez que depuis, pour ceux qui sont sur le réseau, alors le document que vous avez sur les sièges, là, c'est la reprise en fait de tous les posts qui étaient sur Instagram et sur Facebook. On a décidé d'éditer un document papier parce que
parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux et beaucoup de ces tout le monde ont bien raison de pas l'être sans doute, ils ne perdent pas de temps sur les réseaux. Donc on s'est dit, et en rencontrant des personnes, souvent on dit hey, je suis pas sur les réseaux, j'entends dire qu'il y a des posts, j'entends dire qu'il y a des informations. Donc on a décidé de faire une édition papier. Donc pour ceux qui ont tout vu depuis le début, il n'y a rien de nouveau. C'est uniquement la reprise des posts Instagram et des posts Facebook qui sont eux-mêmes les mêmes. La réunion de ce soir, donc pourquoi une réunion ce soir sur ce thème particulier? Vous avez compris que vous avez compris également que je l'ai pas dit, mais donc je suis candidat aux prochaines élections de mars 2026. Je fais juste une parenthèse parce qu'en fait, actuellement dans la rue, on me pose deux questions fondamentales. La première question, j'ai également édité, c'est dans le document-là, une méthode, donc je respecte ma méthode, c'est-à-dire la méthode de la consultation au départ, la méthode ensuite de l'expression de ma vision sur des thèmes un peu innovants ou des thèmes qui sont pas innovants du tout, mais c'est ma position sur ces thèmes-là. Et ensuite, à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de juillet, donc je respecte ma méthode, la constitution de l'équipe est en cours. À partir de début août, vous aurez, parce que c'est aussi une question, on pose deux questions, c'est quoi ta liste? Moi, je préfère le nom équipe, hein, mais bon, c'est quoi l'équipe? Et deuxième point, c'est quoi ta position sur la SPL? Parce qu'en fait, ce sujet, il est structurant, il est déterminant pour l'avenir de la commune, et il est très clivant. Il est méga clivant parce que tout le monde a son avis sur le sujet, et on verra pourquoi tout le monde a son avis sur le sujet. Sans doute qu'il n'a pas assez d'informations aujourd'hui sur le sujet pour avoir une position tranchée. Donc il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui complètement indécises et qui n'arrivent pas à se positionner et qui attendent de moi parfois que je leur dise je suis positionné comme ça. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui, j'ai édité deux posts juste après la réunion du 30 avril, la réunion donc du conseil municipal actuel et du premier groupe Alta de la SPL. Pourquoi j'ai décidé de faire une réunion? Parce qu'en fait, après cette réunion, il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi, Hervé, tu poses pas de questions? Pourquoi tu es muet dans les réunions ?» Et ma réponse a été « Sur chacun des slides, j'ai des questions à poser et je ne veux pas que ça soit un dialogue politique entre un futur candidat et une liste, parce que ça n'aurait pas plu à grand monde que ça soit ce genre de débat. Donc, et comme j'avais beaucoup de questions, j'ai estimé qu'il était pertinent de faire une réunion spécifique sur ce thème. Voilà ce qui va articuler notre réunion. Encore une fois, merci d'être si nombreux et merci d'être là. On va faire au plus court. SPL et vie démocratique, c'est le premier thème. SPL, une pensée unique. SPL, risque et opportunité. Alta, lacune managériale. Et notre vision donc sur l'exploitation du domaine de montagne. Donc il y a des gens qui restaient sur la conclusion, sur le dernier thème, parce qu'il y a des gens qui sont surtout intéressés par le dernier thème. On va vous préciser ce qu'on va faire si on est élu. Ok, donc c'est bon, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Sinon, j'aurais dû le dire dès le départ. La réunion est enregistrée. C'est quoi déjà les modalités d'enregistrement? Il y a un direct sur Insta, c'est ça? Alors, il y a un live sur Insta et par ailleurs un enregistrement qui sera disponible sur YouTube. Waouh, quelle technique. Ensuite, donc, au niveau de... On va pas attendre la fin pour que les questions soient posées, parce que sur chacun des thèmes, il y a des questions qui vont être dans votre tête, et vous ne les aurez peut-être plus de la même manière à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de chacun des thèmes, peut-être qu'il n'y aura pas de questions. Il y a des thèmes qui seront un peu plus larges que d'autres, un peu moins clivants que d'autres. Donc, à la fin de chacun des thèmes, on va vous demander si vous avez des questions. Je remercie également certains Avalins avec un grand A qui sont venus nous rencontrer parce que cette combinaison des deux communes, ce domaine de montagne commun est un atout essentiel et on en parlera. On passe au premier. Ouais. Alors tout ce qui est démocratique, c'est Monsieur Lionel Bados qui est le master. Non, mais je vais prendre la main là-dessus parce que je faisais partie du groupe Team 2050. Mais les différents points qu'on voulait aborder là-dessus, c'est de se dire que c'est un engagement très très fort qu'a pris le conseil municipal en juin. Ça va endetter très très fortement la commune et il nous apparaît que d'un point de vue démocratique, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que dans la campagne de 2001 qu'on a tous faite, eh bien, le sujet de la DSP était le sujet central. Tout le monde savait que
à la fin du contrat, à la fin du mandat, pardon, coïnciderait la fin du contrat. Et en l'occurrence, il aurait été de bon ton pour la liste qui a décidé de faire ce choix, annoncer le fait qu'elle voulait mettre fin à la modalité de fonctionnement actuel et reprendre la gestion des remontées, et auquel cas, elle aurait été élue sur ce programme-là et elle aurait eu mandat pour faire. Bon, ça n'a pas été fait. On peut imaginer que peut-être la décision n'était pas prise à l'époque, mais du coup, quand la décision a été prise, eh bien, on aurait imaginé que, compte tenu de l'enjeu et de l'importance du sujet, elle soit soumise à un référendum local et qu'on demande l'approbation de la population pour engager une telle démarche avec des montants d'engagement financiers qu'on va voir par la suite, mais qui sont tout à fait colossaux. Ensuite, donc la décision a été prise, probablement entre les services généraux et les élus, et puis on a essayé de nous faire croire que finalement on allait habiller ça dans une opération un peu de communication, Team 2050, où on a fait quelques promenades autour du lac, à la Sassière, au barrage, et puis finalement où il y a eu un groupe de réflexion citoyen qui a été organisé, auquel on a dit dès le départ, de façon très honnête, que la réflexion était libre, mais que elle ne serait que consultative et qu'elle n'engagerait en rien la décision à venir prise par les élus. Et en fait, dès le départ, le groupe citoyen, le groupe a donc évalué la situation. Tout le monde était à peu près d'accord sur le fait qu'il y avait un dysfonctionnement dans le contrat actuel, et que le contrat actuel était probablement pas suffisamment avantageux pour la commune. Bon, après, en y réfléchissant, il fallait aussi se rappeler que le contrat était né d'une époque où la STGM connaissait de grandes difficultés financières, et que quand ce contrat a été mis en place, eh bien, la CDA est venue finalement un peu au chevet d'un grand malade. Et puis là, quand on regarde maintenant la situation de Tignes aujourd'hui, eh bien, on peut imaginer que Tignes fait partie des domaines les plus intéressants pour un investisseur, ne serait-ce que par la garantie neige qu'il fournit. Et donc, on a commencé à travailler sur les différentes options, y compris l'option SPL, qui nous a d'ailleurs été soufflée par les services généraux, qui nous a été présentée par les services généraux, parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, hein, la SPL. Et puis, on a trouvé ça très intéressant au départ, et on a pas mal travaillé là-dessus. Et puis, rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait de gros risques, des risques de gouvernance, des risques au niveau des enjeux financiers qui étaient mobilisés. On a eu un échange très long avec le maire de Val d'Isère, qui en 2023 a eu des discussions très dures avec la CDA et qui était prêt à quasiment casser le contrat de la STVI, et qui avait envisagé également de faire une SPL à ce moment-là, et qui, devant tous ces risques-là, a lui aussi reculé en trouvant que la situation est trop compliquée pour aller sur ce chemin-là à l'époque. Et donc, finalement, le groupe citoyen, lui, il est revenu sur l'idée de faire un contrat, mais de faire un contrat avec de grosses exigences sociales, typiquement avec, par exemple, un nombre de contrats à l'année minimum, de façon à ce que la population soit fixée sur le territoire, avec évidemment de grosses exigences environnementales, évidemment de grosses exigences financières, et également avec un point de gouvernance où on avait imaginé typiquement qu'il puisse y avoir au niveau du contrat un service qui puisse contrôler l'application du contrat et gérer éventuellement des dysfonctionnements avec possiblement des pénalités, un service qui soit payé par le concessionnaire mais qui soit hébergé et dirigé par la mairie. Et c'était ça la préconisation finalement de Tignes 2050, en se disant que il y avait des solutions différentes de la SPL qui étaient
possiblement pas beaucoup moins avantageuse financièrement et de fait beaucoup moins risquée pour la communauté. La dernière ligne est importante. Moi, j'ai créé pas mal d'entreprises dans ma vie et il est clair qu'à partir du moment où on associe, on embarque des associés, le premier élément fondamental, essentiel, c'est d'informer les associés. Or, les associés dans cette SPL, c'est tous les tignards qui sont, vous l'avez vu, contributeurs, contribuables et administrés. Depuis juillet 2024, où le conseil municipal a pris de manière assez unilatérale et arbitraire cette décision-là, il eût fallu qu'il y ait des communications quasi quotidiennes pour essayer de nous embarquer. Aujourd'hui, on a un vrai problème de communication interne, et l'interne dans l'entreprise, c'est tous les salariés, tous les employés, tous les associés, et l'interne dans une commune, ce sont les tignards pour nous. Et aujourd'hui, on a plein de questions dans tous les sens auxquelles on n'a pas de réponse. Alors on a des bribes de réponse. C'est un peu la course à celui qui en sait le plus, parce qu'il a entendu un qui disait ça, l'autre qui disait ça, les informations sont contradictoires. Et finalement, vous, associés de la SPL, parce que c'est votre argent, notamment qui a été mis sur le capital social d'Alta, de la SPL, vous appartient. Et aujourd'hui, vous avez des informations comme la presse en a, et sans plus. Donc ça, c'est un premier problème qui, moi, à mes yeux, dans toute ma vie d'entrepreneur, me pose. Il n'y a pas que la SPL qui a ce genre de problème. Il y a aussi des grosses multinationales qui ont ce genre de problème. Et finalement, les gens de l'entreprise sont les moins informés de ce qui se passe. Donc, il est souhaitable, dans toute entreprise, que les premiers informés soient toujours les premiers impliqués. Aujourd'hui, finalement, les informations qu'on a concernant la SPL, elles sont simples. C'est qu'elle a un nom, c'est Alta, elle a un logo avec des étoiles, elle a un directeur général, et il y aura une réunion d'information le 30 août. Et puis un dernier point, c'est qu'on a voté, le conseil municipal a voté un apport en compte courant de 4 millions d'euros il y a quelques mois. Voilà, c'est les 5 points qu'on sait aujourd'hui sur la SPL. Une pensée unique, fort hein, comme expression, mais c'est un peu le cas. Là, j'ai listé tous les modes d'exploitation d'un domaine de montagne. Tu suis celui-là. Ouais. Et il y a deux celui-là. Il est bon, mais... Deux oreilles, toi, c'est bien ça. Les différentes options, vous savez que quand on gère un domaine de montagne, un domaine skiable, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux communes dans un cadre qui est le même en France, c'est-à-dire que le transport par câble est un service public, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est bien cadré, mais dans ces obligations réglementaires, on a des choix possibles. On a plein de choix possibles. Je ne vais pas les lister, vous les connaissez pour la plupart. Donc il y a le premier point, c'est ce qu'on a aujourd'hui, une DSP avec un opérateur privé. Il y a des régies communales, il y a des SEM, il y a beaucoup de SEM. Il y a également des CEMOP. La différence entre SEM et CEMOP, c'est juste que la grande différence, c'est juste dans la CEMOP, la commune n'est pas obligée d'avoir 51%, elle peut démarrer à 34%, ce qui veut dire qu'on peut laisser plus de place à des investisseurs privés dans une CEMOP. Une SPL, donc ça va être l'objet d'aujourd'hui. Société de droit privé avec un actionnariat public qui a un intérêt majeur par rapport à par exemple, une régie ou un contrat d'affermage, c'est qu'il n'y a pas de mise en concurrence, c'est-à-dire que vous savez que sur une SEM, il y a une mise en concurrence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une SEM municipale qui soit concurrencée par des SEM, par des opérateurs privés, et finalement les opérateurs privés emportent le morceau parce que leur offre est meilleure. Le choix de la SPL, ça a été argumenté. Un des éléments de choix de la SPL, c'était notamment l'absence de mise en concurrence. Et puis il y a le concept américain surtout, ou nord-américain, Canada et États-Unis, et aussi un peu Amérique du Sud, et surtout Chine, qui est le concept de station intégrée, où là vous avez un opérateur privé qui est propriétaire d'une grosse partie, parfois de l'intégralité du site touristique. Donc ce qu'on reproche en fait aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir choisi le contrat le mode d'exploitation, SPL, c'est qu'en fait, l'étude comparative des différents modes d'exploitation, s'il y en a eu une, elle n'a jamais été communiquée de manière précise aux tignards. Donc ça, c'est important également. Nous sommes des associés, on doit s'orienter dans une voie, il y a plusieurs choix possibles, et ces choix ne sont pas exprimés. On nous dit, faites-nous confiance aujourd'hui, la SPL, c'est le meilleur choix possible. Je vais juste vous faire, le choix de la SPL, c'est un choix, il y a entre 250 et 300 stations de sport d'hiver en France. Quand on a un téléski, on est déjà considéré comme une station, donc ça va vers les 300, on va dire. Et il y en a peut-être une cinquantaine qui aujourd'hui ressemblent
un territoire comme Tignes. Il n'y a que, à ma connaissance, sur les recherches que j'ai pu faire et sur les interviews que j'ai pu faire, il n'y a que 3, donc Rex, retour d'expérience sur les SPL. Il n'y a que 3 sites, peut-être qu'il y en a plus, mais aujourd'hui j'en connais 3. Les saisies, les jets, et une entreprise qui s'appelle Trio Pyrénéen, c'est 3 petites stations pyrénéennes qui sont associées sur des dimensions qui sont un peu comme Pralognan ou comme Sainte-Foy. Chacune des 3. La plus grosse, donc je prends juste l'exemple des jets. Vous avez vu dans la presse les jets qui avaient commencé par un projet de SEM, et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, projet de SEM qui était donc en concurrence, et la proposition de M. Tony Parker, qui est également, vous le savez, à Villard-de-Lans, proposition qui avait été ouverte, donc c'est pour ça que c'est dans les tribunaux aujourd'hui, proposition qui a été ouverte, c'est cette proposition qui était très favorable au jet, n'allait pas dans le sens de ce que voulait la commune, parce qu'en fait la commune voulait emporter le dossier donc avec une SEM à prise de participation à 51% communale, et cette SEM, donc cette commune, a fini par casser la première décision du conseil municipal et s'est orientée vers une SPL. Donc Tony Parker, qui n'était pas content, a estimé qu'il y avait un vice de forme, un vice juridique, et donc c'est devant les tribunaux aujourd'hui. Il y a une première condamnation de la commune des jets, et c'est encore devant les tribunaux. Le retour d'expérience qui est plus intéressant, parce que là j'ai eu une personne que vous connaissez tous, toutes et tous, qui est au CEDI, qui s'appelle Franck Picard, champion olympique, premier champion olympique, important, en 88 de Super G. Et vous savez également malgré son gabarit, il a été médaillé d'argent à Val d'Isère sur la descente des Jeux Olympiques de 92. Je dirais 5 centièmes derrière Ortlieb, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Franck Picard. Donc Franck Picard, c'est un des plus grands commerçants des saisies, il a plusieurs magasins de sport. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, fais-moi, je connais bien depuis longtemps, fais-moi un petit briefing sur ce qui se passe au niveau de la SPL. Donc ils étaient avant en régie, ils sont passés en SPL, et je cite ces mots. Franck était impliqué dans la commune pendant un moment, il n'a jamais été élu, mais il a notamment, pour ceux qui étaient au lagon à l'époque, il a visité le lagon, il voulait que le lagon soit une inspiration pour les saisies. Il voulait, pour reprendre ces mots, que les saisies deviennent le fond romeux des Alpes. Donc vous voyez un positionnement qui est assez proche de celui de Tignes quand même. Et Franck m'a dit, en fait, c'est une super structure, pas au sens de super fantastique, au sens de au-dessus de tout. C'est une super structure qui est aujourd'hui managée par un directeur qui, avec, je reprends ces mots, et il m'a autorisé à les reprendre, qui, avec force et malice, a pris la gouvernance des 3 communes qui sont concernées, parce qu'il y a 3 communes, et les maires des 3 communes aujourd'hui ne se sentent plus concernés, et aujourd'hui, donc la SPL, en fait, et je reprends un de ces mots, on se sent tous, notamment les sociopros, dépossédés. Donc voilà, ça ne veut pas dire que la même chose se passera à Tignes, bien évidemment, mais les inspirations qui sont comme ça, et Franck Picard, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pertinence, qui a eu beaucoup de pertinence dans le monde du sport, et qui en a aussi dans le monde de l'entreprise. Voilà, donc sur les retours d'expérience sur la pensée unique. Juste peut-être un petit point, c'est vrai qui marche moins bien. Juste un petit point concernant la méthode de décision et l'absence d'alternative. C'est quelque chose qu'on a aussi connu et pour certains regretté sur le choix de privatiser les parkings, où on nous a annoncé que un jour la privatisation était la bonne solution, mais sans aucun élément d'appréciation mis en face. On va parler de risques et d'opportunités. Vous voyez que sur la partie opportunité, le cadre est relativement faible. Pourtant on s'est creusé la tête, mais on n'a pas vu grand-chose. Les risques fondamentaux, on est un petit peu sur la lune à Tignes. Et finalement, il y a plein de choses que l'on voit surtout dans les médias, surtout quand vous voyagez. Et quand on liste tout ça, il y a des gens qui vont dire, Hervé, il est Monsieur Catastrophe, il pense que demain on est tous morts. Mais on ne peut pas être ignorant de tout ce qui se passe dans le monde. On a un contexte, un environnement géopolitique complètement instable, avec une guerre qui est pas loin de nos portes, vous le savez, et qui ne s'arrête pas a priori, malgré les promesses de Mr. Trump. Donc, contexte géopolitique qui est pas simple et qui est pas uniquement
à nos portes, qui est un peu de manière internationale. Vous avez vu les déclarations de notre président Macron il y a pas très longtemps, où globalement, pour que nos libertés soient assurées, il faut qu'on soit craint, c'est ces mots. Pour être libre, il faut être craint. Waouh! Est-ce qu'on aurait imaginé ça il y a 20 ans, début des années 2000, qui était un moment un peu où il y avait plus, peut-être la décennie où il y avait plus de paix sur la planète? Là, on est plus, quand un président vous dit pour être libre, il faut être craint, en France, à la limite qu'un président russe dit ça, on pourrait le comprendre, mais c'est pas le cas. Donc, environnement géopolitique qui est pas simple, qui peut notamment nous concernant. Vous savez que, alors, les chiffres, je sais pas si vous avez vu le dernier post sur l'Observatoire économique. On a besoin de chiffres précis parce qu'il y a des gens autour de la table qui nous apportent des chiffres, d'autres nous apportent d'autres chiffres. Mais on sait qu'on a au niveau de la segmentation de nos clientèles, on a beaucoup d'étrangers. Et beaucoup d'étrangers. Et il est clair qu'un environnement géopolitique est pas une incitation au voyage. Donc, quand c'est complètement instable comme actuellement, peut-être que les gens se disent on va peut-être rester chez nous tant que ça chauffe comme ça. Une économie mondiale en mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de crises économiques. On en a vécu en plus des crises économiques. Globalement, on les a bien absorbées, les crises économiques qu'il y a eu, mais la crise de 2008-2009, finalement, il y a eu des chiffres qui étaient corrects, mais on n'est pas à l'abri d'une vraie crise économique à l'échelle internationale, parce qu'on est sur des modèles économiques, macroéconomiques qui sont complètement en mouvance. Le dérèglement climatique qui est méga préoccupant, et on n'en parle jamais assez. Et pareil, on se croit à l'abri parce qu'on est en très haute altitude. On se croit à l'abri parce que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Mais vous allumez la télé, vous voyez que les catastrophes naturelles sont plus fréquentes, sont plus violentes que jamais. Donc, on peut penser qu'on puisse être atteint par ce genre de choses. Et également pour ceux qui sont atteints depuis longtemps, vous savez qu'il y a des débuts de saison avant la neige de culture, où il n'y avait pas de neige du tout, c'est-à-dire un novembre-décembre sans chute de neige naturelle avec de la chaleur. Ça veut dire également que ça peut arriver même sur le mois de janvier, pourquoi pas. Donc je suis pas, encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'on va tous mourir demain, je suis juste en train de vous dire que ce sont des points qui sont assez préoccupants. Le risque de crise sanitaire, on a tous oublié finalement, plus personne n'en parle de cette Covid-19, c'était ça? Oui, Covid-19. Ça n'est plus à exclure. Est-ce que demain, sur une crise sanitaire, on aura quelqu'un, un président, qui va nous dire quoi qu'il en coûte, c'est bon. Peut-être que ça sera plus la même chose. Ce qui veut dire que une société, toutes nos sociétés, sans le quoi qu'il en coûte, ça aurait été difficile. Tout ça, c'est pour vous donner des inspirations sur les montages qu'il y a et les décisions qu'il y a à prendre. Et bien sûr, une crise de gouvernance à intégrer. La SPL, par exemple, c'est un schéma qui est sur plusieurs décennies. Plusieurs décennies, ça suppose plusieurs gouvernances, plusieurs maires, plusieurs directeurs. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au CESI. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir aussi des crises conflictuelles, parce que finalement, le conseil de surveillance, rappelez qu'il y a deux entités, deux dimensions, deux axes sur le management de la SPL, le conseil de surveillance et le directoire. Il faudrait qu'à un moment, soit le conseil de surveillance soit complètement faible, comme a priori ce qui se passe au CESI, soit qu'il y ait un conflit entre les deux. Donc on est sur un mode d'exploitation qui, à mes yeux, est pas super moderne. Et surtout, donc la bonne question, c'est la SPL aurait-elle une capacité suffisante d'amortissement de ces crises? Prenez chacune des crises. Chacune des crises qui a une portée économique. Pas de neige, c'est-à-dire peut-être 3 mois. Encore une fois, c'est peut-être exagéré, 3 mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Une crise économique, les Anglais qui ont une économie qui est un peu, depuis le Brexit, qui est un peu 40%, je crois, de nos clients sont anglais. Donc ça veut dire que on a des risques un peu partout. Et est-ce que la SPL, c'est la bonne structure pour amortir ces crises-là? Et l'opportunité unique. En fait, on a beaucoup travaillé là-dessus dans le groupe citoyen, et le gros problème qu'on a vu à ça, c'est qu'on est parti pour 30 ans, et que se dire que pendant 30 ans, tout va bien se passer, qu'on va être capable de délivrer le chiffre d'affaires tous les ans, c'est une option qui est extrêmement engageante et extrêmement risquée. Et pour le coup, si la Chine envahit Taïwan et que pendant quelques années, il y a plus de voitures, enfin, vous avez tous entendu que l'impact d'une invasion de Taïwan par la Chine, ce serait l'équivalent de 5 Covid. Là, à ce moment-là, il va falloir quand même rembourser une dette. Et là, la situation peut devenir beaucoup plus préoccupante. L'opportunité unique, vous l'avez compris, et c'est été écrit, et c'est l'axe majeur
de la SPL, c'est que le ruissellement économique va vers la commune, uniquement vers la commune. Encore faut-il qu'il y ait ruissellement économique, encore faut-il qu'il y ait profit, encore faut-il qu'il y ait création de richesse. S'il n'y a pas de création de richesse, c'est le contraire qui se passe. Donc voilà, donc on a fait le tour des risques et des opportunités. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe-là? J'ai oublié de poser des questions sur les premiers slides. On est à la bourse sur notre modus operandi. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'on exagère vraiment sur les risques encourus? Tout à l'heure, vous êtes parti de 4 millions pour aller quel montant d'investissement total et en combien de temps? 4 millions, c'est l'apport en compte courant qui a été voté. Et après, pour aller à combien? Il y a des éléments financiers après. Financier juste après. T'es intéressé par les chiffres, ils arrivent. On avance? Oui. Ah, tu veux le micro, tiens. Juste, bonsoir à toutes et à tous. On est pour une discussion ouverte et je trouve que l'exercice est intéressant. Sur les risques, effectivement, on les identifie. On va pas les délivrer. En revanche, sur les opportunités, c'est court, telles qu'elles sont décrites là, et c'est même pas l'essentiel, on va dire. Plus de revenus pour la commune, il y a une dette remboursée, donc à court terme, c'est pas l'enjeu, on va dire. À long terme, oui. La grosse opportunité, le gros atout de la SPL, c'est l'agilité qu'elle propose. Voilà. Et le deuxième aussi, sur le troisième point, c'est une association possible avec Val d'Isère, qui est quand même intéressant, à l'échelle également de notre parenthèse, qui n'est pas possible dans le cadre d'une association, en tout cas d'un contrat avec un privé. Donc, élément important. Et juste un dernier petit point, quand même, je réfute quand même la conclusion que tu as donnée du groupe citoyen. Voilà, même s'il n'y avait pas du tout d'aval pour dire en fait une SPL, il n'y avait aucun l'enjeu, et Aimé était là pour nous dire, le groupe citoyen, il ne se prononçait pas sur le mode de gouvernance. Il s'est prononcé sur, en tout cas, les points importants. En tout cas, il n'y avait pas de mode de gouvernance qui était engagé par le groupe citoyen. En fait, Olivier, le rendu du groupe citoyen a été organisé par le cabinet conseil que vous avez choisi, et effectivement, qui a sorti les 4 piliers. Mais ça, c'est pas venu de nulle part, c'est venu d'une réflexion longue. Et dans la réflexion, il a été évoqué les différents modes de gouvernance. D'ailleurs, la première réunion, c'est Clément qui est venu nous présenter la SPL pour qu'on puisse réfléchir à différents modes de gouvernance. C'est à votre initiative que les différents véhicules ont été examinés. Et, effectivement, au départ, suite à la présentation de Clément, on a trouvé ça séduisant, intellectuellement, et au fur et à mesure qu'on a travaillé, et notamment après l'échange avec Patrick Martin, eh bien, le niveau de risque encouru, et le calendrier aussi très, très court, puisque finalement, on s'aperçoit qu'on est à moins de 10 mois du départ de l'exploitation, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de directeur informatique, on ne sait pas si c'est financé. Enfin, encore une fois, j'ai exprimé, il y a 5 choses qu'on sait, dont la 5e qui est qu'il y a une réunion le 30 août. Mais donc, voilà. Sur le site de la mairie, tu as les comptes rendus de réunion, des infos exagérées. Beaucoup d'informations qu'on a données. En fait. Bon, les 5, alors, je vais en donner je vais t'en donner une 6e. La 6e, c'est les montants d'engagement financier, dont un certain nombre changent de réunion en réunion, et sur des raisons qui sont, on a l'effacement d'une dette d'un groupe hôtelier, et du coup, on raye d'un trait quelques millions d'euros. Voilà. Ok, merci. Oui. Oui, moi, je ne suis pas un professionnel de ces activités-là, mais vous n'avez identifié aucun risque opérationnel. Je veux dire, gérer une station de ski, des remontées, c'est un métier. Est-ce qu'on est sûr que la SPL le fera aussi bien que le faisait le prestataire actuel? Et puis, deuxième question en matière de risque opérationnel. On partage un domaine commun avec Val d'Isère. Et un des grands atouts de notre station, et c'est réciproque pour Val d'Isère, c'est de partager ce domaine commun. Et les domaines sont exploités d'une façon parfaitement harmonisée. Qu'est-ce qui en sera demain avec d'un côté la Compagnie des Alpes qui souhaitera Val d'Isère et qui s'est vu déposséder
de ces activités à Tignes et deuxièmement la SPL. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait générer une désynchronisation? Merci pour cette question. Et c'est vrai que vous verrez dans le slide qui va suivre, on parle du management de la partie opérationnelle. C'est un vrai risque de compétence, vous avez complètement raison. Juste une précision, c'est bien qu'Olivier puisse intervenir. Merci Olivier. On souhaite, depuis le départ, tu avais un mot, c'était il faut que la campagne électorale soit Digne et apaisé. digne et apaisée. Waouh. Voilà, deux mots importants, digne et apaisé. Juste également pour vous montrer la symbolique de tout ça, la première personne qui a été informée, et pas au téléphone, pas par écrit, mais en one-to-one, en face à face, de ma candidature pour mars 2026, c'est Serge. Serge, on s'est vu pour que je te l'annonce. Donc, j'ai souhaité dès le départ, parce que j'ai bien mémorisé ces deux mots qui étaient bien, j'ai mémorisé maintenant pour de bon, une campagne digne et apaisée. Et donc, les conversations, projet contre projet, sont toujours intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? Oui. Passez le micro. On aurait dû mettre un porte-voix. Je pense que c'est très regrettable qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres. Quand on regarde l'exemple de ce qui s'est produit aux Deux Alpes en 2020, la commune nouvelle des Deux Alpes, qui est la réunification de la commune de Mont-Blanc et de Nosque, a défini un projet de domaine skiable, un cahier des charges d'appel d'offres. 2 entreprises ont soumissionné, au moins. La Compagnie des Alpes et la SATA, qui est la société anonyme d'économie mixte qui exploite et construit le domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Au terme, qui dit appel d'offres dit émulation. Une offre 1, une offre 2. Le conseil municipal a la possibilité d'émuler les candidats. Il va aller chercher dans l'offre 2 les points faibles, les points forts, et il va poser les questions, les points forts de l'entreprise 2 à l'offreur 1. Le conseil municipal, il va aller chercher les points forts de l'offre 1 et il va les renvoyer à l'offreur 2. Donc, dans un appel d'offres, une délégation de service public, on a le moyen d'améliorer les propositions. Et une fois qu'on a fait ce constat, fait cette analyse, le maire choisit, devant sa population, l'attributaire de l'appel d'offres. Ce qui vient de se produire à Tignes, on a squeezé cette... Et je le dis vraiment modestement, hein, on a squeezé la dimension du projet. Quels sont les enjeux du domaine skiable de Tignes? Qui sont ses rivaux? Où est-ce qu'on veut aller? À aucun moment ça n'a été dit cela. Qu'est-ce que font nos concurrents? Qu'est-ce que font les Italiens? Qu'est-ce que font les Suisses? Et nous, Tignes, on cherche à rivaliser avec ces domaines skiables ou on ne cherche pas? Quand on lance un appel d'offres, quand on rédige un cahier des charges, on va obtenir des réponses par rapport aux questions et aux projets d'équipement du domaine qu'on a mis en concurrence. Résultat des courses Deux Alpes, Alpes d'Huez, c'est la SATA qui obtient la délégation de service public des Deux Alpes. Elle s'est engagée sur un investissement de 290 millions d'euros sur 30 ans. Donc on voit qu'à travers un appel d'offres, s'il est bien construit, s'il est bien mené, et puis aussi s'il intéresse et puis il engage sa population. Hein. On voit au niveau de Loisan ce que c'est comme quelle force ça doit donner aux Isérois, aux gens de la montagne en Isère, d'être cohérents, d'arrêter de se tirer la bourre entre Alpes d'Huez et Deux Alpes, comme c'était historiquement le cas. Ben là maintenant, ils sont la main dans la main, ils sont même de la main dans la main avec la Grave. Voilà. Donc, nous, Tignes, on n'a pas eu droit à ça. On n'a pas eu droit à la définition d'un projet de domaine skiable. On n'a pas eu droit à des dépôts de candidature. Et on se retrouve avec un candidat naturel. L'argument de ce candidat SPL, c'est de dire on remet le clocher au milieu de l'église,
le domaine skiable est à nous. Oui, le domaine skiable peut être à nous. Mais pourquoi faire? Remplacer les équipements existants, c'est tout. On va dépenser 240 millions d'euros pour racheter l'exploitant, 240 millions d'euros uniquement pour racheter l'exploitation. Alors je voudrais dire que le Puy-de-Dôme, ils ont construit un 240 millions d'euros. C'est ça, c'est le coût de rachat de l'exploitant. Alors pour 240 millions d'euros, on construit le funiculaire qui conduit au sommet du Puy-de-Dôme, 90 millions d'euros à peu près. On construit le téléphérique de Toulouse qui relie. Ça veut dire que nous, on va rester, comme on n'a pas de projet de domaine skiable, la SPL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renouvelle les équipements existants. Et la liaison entre Brévières, Tignes 1800 et Tignes-le-Lac ne va pas exister. Et on va continuer à avoir la situation existante, à savoir, je vais te récupérer. voilà, T'as une question? Brévières toute seule dans son coin et 1800 tout seul dans son coin. Merci Pascal. Je rebondis sur ce qu'a dit en 10 secondes, sur ce qu'a dit Olivier sur l'agilité. L'agilité, elle peut être contractuelle avec un délégataire. Mais tout dépend de qui est en face. Tout dépend de qui est en face. Si on a une commune qui sait rédiger, qui sait faire un benchmark, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, un benchmark sur l'intégralité des contrats qui existent sur les domaines skiables, pour reprendre également ce que vient de dire Pascal, à l'échelle internationale, pour prendre ce qu'on appelle les good practices de chacun des contrats, on fait un contrat fantastique. On fait un contrat qui nous permet d'avoir des sécurités de management, de l'agilité, de la surveillance. Donc, ton argument sur l'agilité, pour moi, l'argument de la SPL, et vous l'avez en plus dit et développé, c'est uniquement qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Ça, alors, si je peux, allez, reprends le micro. Parce que c'est un débat de fond. Alors, juste, c'est pas 240 millions, c'est 110 millions, on va dire. On va revenir sur les chiffres. On va revenir sur les chiffres après. L'agilité qui est le point central de la décision qui a été prise, effectivement, elle est liée au fait qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Quand vous faites une mise en concurrence, comme l'a très bien dit Pascal, et une nouvelle fois, évidemment, la décision, je reprends ce que tu disais, elle n'était pas prise en 2020, elle n'était pas prise en 2022, elle était prise quelques semaines avant le 8 août, parce que la décision, vous avez parlé de juin, juillet, c'est le conseil municipal, c'était en août 24. Donc, évidemment que risque opportunité, c'est des questionnements qu'on a eu pendant plus d'1 an, et le benchmark, etc., on l'a fait, et que la décision n'était pas simple, et qu'il y a des arguments des deux côtés. La mise en concurrence, elle implique du coup justement d'avoir un cahier des charges extrêmement précis, d'objectiver des éléments de manière extrêmement précise, aussi bien en termes d'investissement que de redevances, de date d'ouverture, d'horaire d'ouverture même. Donc, il faut être le plus précis possible pour pouvoir comparer. Et une fois que du coup vous dites celui-là il est meilleur que l'autre, vous êtes quand même corseté dans le contrat que vous signez avec le vainqueur. Si vous faites trop évoluer le contrat, le perdant va dire attendez, l'été était pipé, vous avez changé la donne entre temps. Donc voilà pourquoi la non-mise en concurrence permet de faire évoluer le contrat de manière beaucoup plus agile, au-delà du fait qu'en plus l'actionnaire est la commune. Olivier entend bien qu'il n'y a pas de solution idéale, sinon il n'y aurait pas de réunion. Évidemment, mais ce qu'on essaie de dire là, et ça a été un peu long, mais c'est que le prix à payer pour cette agilité marginale, il est extrêmement élevé pour nous. Puis Olivier, vous aviez quand même 6 ans pour préparer un contrat de délégation qui soit fantastique pour la commune de Tignes, et vous avez préféré à la fin du mandat partir sur une solution qui est très autoritaire et qui peut potentiellement mettre en péril la commune. On va en parler après. On parle maintenant des lacunes managériales. Alors là, c'est le point, quand je vous disais que donc il y a d'autres questions sur les points précédents, parce qu'on a oublié sur les premiers points, désolé. À chaque fois on a eu 3 réunions aujourd'hui, à ce jour, sur ce grand projet. Encore une fois, j'aurais souhaité qu'on ait une communication qui soit plus régulière, avec des informations qui soient quasiment, vous êtes les associés, quasiment au quotidien.
Et à chaque fois, on a remarqué des lacunes managériales. Monsieur disait qu'il y a un risque opérationnel. Le voilà, le risque opérationnel. C'est-à-dire le risque opérationnel, c'est le risque de management. On est dans le cadre d'une ETI, entreprise de taille intermédiaire. À ma connaissance, à part la SCGM, il n'y en a pas à Tigny. Donc le ETI, ce sont des sociétés qui sont d'un certain niveau et qui embarquent des exigences de compétences, de connaissances et d'expérience qui sont très très importantes parce qu'une ETI, c'est plus de 50 millions de chiffre d'affaires et c'est jusqu'à 250 ou 300, j'ai plus en tête, salariés ou employés. Pour le coup, c'est un paquebot et un paquebot, c'est pas hyper agile. Donc il faut que tout soit réglé au millimètre. Quand ça commence à tourner, ça tourne sur le long terme. Le premier point sur la lacune de gouvernance, c'est donc la communication interne. On l'a déjà évoqué, on ne va pas répéter. Communication territoriale sur son projet. C'est méga structurant, déterminant, clivant, peut-être inquiétant. Il y a des gens peut-être qui ont du mal à dormir parfois quand on leur parle notamment quand vous êtes employé STG ou autre, de l'avenir de cette structure-là. L'absence d'expérience en management d'une ETI, ça c'est une véracité évidente. Il n'y a pas grand monde qui a géré des entreprises de 70 millions d'euros, avec peut-être des perspectives à 80 millions bientôt. Et d'ailleurs, ce point-là, il aurait pu être traité dans le point suivant, gestion des ressources humaines. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de faire une attaque ad nominem contre Clément, qui travaille encore d'arrache-pied sur ce projet. Mais n'importe quelle ETI qui cherche son directeur général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un appel à candidature. Elle va recevoir un certain nombre de candidatures, elle va en sélectionner 10. Dans les 10, elle va en retenir 3. Et dans les 3, elle va faire une finale. Et puis, elle va trouver son collaborateur. Et c'est même d'ailleurs tellement évident que c'est le processus qui a été mis en place avec l'aide d'un consultant par la mairie pour remplacer Clément à son poste de directeur général des services. Et là, c'est pas ce qui est fait. Alors, peut-être que Clément est la bonne personne, hein, et il n'y a pas, encore une fois, aucune attaque contre Clément. Mais comment ne pas voir qu'il serait beaucoup plus légitime s'il avait été choisi au terme d'une compétition équitable et loyale au milieu de tout un tas d'autres candidats qui auraient fait la démarche de venir et qui auraient amené peut-être d'autres compétences et d'autres expériences de leur vie professionnelle précédente. Également, le point sur l'adhésion des salariés actuels. Est-ce qu'aujourd'hui, les salariés actuels de la SCGM sont suffisamment informés? Est-ce qu'à moins d'un an, ils savent comment ils vont être orientés? On n'en est pas certain. Autre point de lacune managériale, l'accompagnement du projet, et notamment sur la gabegie budgétaire. Ah. Bon, il passe pas. Le seul slide d'Alta ne passe pas. Ah. Non, ça c'est pas ça. Non, c'est celui-ci. Voilà, très bien. Ça, c'est un des slides qui a été présenté, je crois, sur la deuxième réunion. Je peux me tromper, mais je crois que c'était sur la deuxième réunion. En fait, pour légitimer toutes les décisions, tous les choix, on s'est équipé de plusieurs équipes qui sont, vous avez compris que c'est pas des entreprises tignardes qui sont là. Donc, dans tous les domaines de gestion, juridique, technique, financier, communication, système d'information et conseil et organisation, on a embarqué des agences qui sont très chères, avec des budgets qui sont importants. On a reproché longtemps, et c'est pas que Tignes, hein, on a reproché longtemps à des groupes comme la Compagnie des Alpes de faire remonter de l'argent à Paris, notamment pour ce qu'on appelle les services support, ce que le PDG de la CE appelle actuellement les services confort. Ça apportait du confort au territoire parce qu'en fait, tous les domaines juridiques, techniques, financiers, qui ne sont pas les plus fabuleux, les plus sexy de la planète, étaient gérés de manière mutualisée, centralisée, à Chambéry ou à Paris, mais surtout à Paris. Donc, on a toujours reproché ça, c'est-à-dire que c'était trop cher. Tout ce qui montait à la capitale était beaucoup trop cher, centralisé par la Compagnie des Alpes. Or, c'est un peu la même chose, parce que vous avez compris, je vous l'ai dit, c'est pas des entreprises tignardes, a priori, ou je les connais pas. Donc, peut-être que ça va pas jusqu'à Paris, ça s'arrête à Lyon ou à Grenoble ou à Chambéry, j'en sais rien. Mais en fait, on a un coût très important de constitution, et j'ai un peu l'impression que compte tenu du manque d'expérience que l'on a sur la gestion des ETI, ces structures sont embarquées ad vitam aeternam tant que la SPL
C'est une hypothèse. Hein. Voilà, c'est une hypothèse. Qu'ils soient embarqués tout le temps, sur la durée du contrat. Donc en fait, le reproche qu'on faisait à une grosse société qui fait aujourd'hui 2 milliards de chiffre d'affaires sur la CA, 1 milliard, pardon, de chiffre d'affaires sur la CA, 1 milliard 2, je précise. Ce reproche, on peut le faire à cette structuration d'une équipe d'experts qui peut-être légitime toutes vos décisions, mais nous coûte une fortune et nous coûtera toujours une fortune. On revient sur le slide précédent. La marque et le marketing. Un exemple précis, là je vais faire un parallèle avec mon expérience d'entrepreneur. Moi j'ai connu beaucoup de chefs d'entreprise qui au moment de la création de leur entreprise, il y a une vraie effervescence intellectuelle, émotionnelle. Il y a quelqu'un dans la salle une fois sur une réunion qui a dit « Je vois que vous avez les yeux qui brillent, vous vous rappelez qui c'est ? Je vois que vous avez les yeux qui brillent » en parlant donc du comité de surveillance et du directoire. Et moi, je retrouve un peu la création de jeunes entrepreneurs ou même de juniors entreprises dans des écoles de commerce qui se disent « On crée une entreprise, on va mettre un nom, on va mettre un logo. » Qu'est-ce qu'on a à faire du nom, du logo ? La marque unique, c'est Tignes. On a dépensé, alors j'ai pas, encore une fois, c'est tellement opaque qu'on n'a pas le coût, mais je sais que les agences de communication, notamment quand elles travaillent, avec des territoires, elles sont chères. Donc on dépense de l'argent pour quelque chose qui ne sert à rien. C'est également un symbole de lacune managériale. Pour comparaison n'est pas raison, mais par exemple à la Compagnie des Alpes, il y a des gens, et parce que, encore une fois, je prends ça comme expérience, même si je répète que je n'ai aucun mandat avec la Compagnie des Alpes, mais j'ai l'expérience de la Compagnie des Alpes. Le service marketing et commercial de la Compagnie des Alpes, mais à l'ordre du jour, le fait que sur les territoires, communiquer sur la marque SCGM, STVI, SAP et autres ne sert à rien. Faisons une enquête un jour de notoriété sur nos clients. Est-ce que le STGM marqué sur les bennes, il sert à quelque chose? Est-ce que le Alta marqué sur les prochaines bennes des télécabines sert à quelque chose? Non, rien du tout. Ce qui est important, c'est que sur nos staffs, si Alta doit exister, ça soit TI et pas Alta. Donc voilà, ça c'est un exemple, une symbolique. Moi j'aime bien tout ce qui est marketing et commercial, c'est un peu mon inspiration première. Et ça m'a toujours révolté. Et je fais juste également, la première réunion, quand Serge a exposé le nom Alta, avec le bon brief de l'agence de com, et derrière, il y a eu le deuxième brief, à chaque fois, les agences de com avaient bien briefé les choses. Et en sortant, je me suis dit, la prochaine fois, ils vont nous parler d'un logo. Ça n'a pas manqué, cette fois, c'est Olivier qui l'a fait. Et encore une fois, ces espèces vous avez les yeux qui brillent, vous créez une entreprise, mais ça n'est pas la vôtre. Ça n'est pas la vôtre. Et si vous voulez créer une entreprise, créez avec votre argent, avec l'argent d'autrui. Je suis méchant là. Financement. Là, on arrive sur la partie financière. Donc, vous savez qu'il y a un capital social qui est de 23 millions, et 2 millions également qui vont être apportés par Sainte-Foy. On parlera également de l'association avec certaines communes, notamment Sainte-Foy. Le compte courant associé qui a révolté en réunion certaines personnes, donc de 4 millions, qui n'était pas prévu dans les premières réunions, me semble-t-il. J'en suis même persuadé. Un pool bancaire, un autofinancement, de 160 millions. Donc en fait, aujourd'hui, le prêt que l'on va chercher pour Alta, que la SPL va chercher, donc c'est 110 millions de valeur nette comptable, c'est-à-dire la reprise des biens de retour de la SCGM, 110 millions. Ensuite, il y a des investissements qui sont prévus, notamment avec, vous avez vu, un focus sur les premières années. C'est pareil, la VNC finale quasi à zéro, je ne comprends pas l'intérêt. Alors ça, c'est un peu technique. La VNC finale, donc ça veut dire que sur le prévisionnel économique d'Alta, de la SPL, ils ont prévu qu'à 30 ans, la VNC, qui est aujourd'hui de 110 millions, qui est de 110 millions, soit quasiment nulle. Or, il y a une pression réglementaire. 34 millions, vous avez dit. Vous avez écrit sur vos slides 34 millions. La pression réglementaire, c'est que la VNC ne doit pas dépasser un an de chiffre d'affaires. Un an de chiffre d'affaires, en 2030, on sera peut-être à 100 millions, j'espère. Donc, ça veut dire que je ne comprends pas cet argument non plus. Cet argument, ça veut dire qu'il y a plein d'arguments qui n'ont pas été commentés. Et ces arguments qui n'intéressent pas tout le monde, mais qui intéressent certains. Donc, ils auraient dû être commentés. Les biens propres, donc les biens propres, notamment le gros des biens propres, c'est Chevril à 31 millions, je crois, sans compter les frais d'enregistrement a priori. Et j'ai un peu l'impression que sur les biens propres du Chevril,
La négociation a été rapide. Est-ce qu'il y a eu véritablement négociation? Est-ce que le Chevril aujourd'hui vaut vraiment ça? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était très rapide. Vous avez trouvé un accord hyper rapide sur ce point-là. Et donc là, vous voyez que tout ça, ça représente 270 millions. Donc c'est le prêt qui est embarqué. L'autofinancement sur toute la période des 30 ans. L'autofinancement, donc c'est lié au bénéfice de l'exploitation. J'espère qu'il y en aura ou il y en aurait au conditionnel, à hauteur de 160 millions. Donc voilà les enveloppes, ça représente beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent, et sur un budget communal qui est aux alentours de 50 millions, ça représente une différence qui est majeure et magistrale. Autour de ça, Lionel, on s'est posé des questions sur... oui, sur les garanties, en fait, Serge a été apostrophé lors d'une réunion sur le niveau de garantie que la commune allait engager. Et il a répondu très clairement et très fermement que la commune s'engagerait à hauteur du capital d'Alta, c'est-à-dire 23 millions, et qu'il n'y aurait pas de garantie supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il y a 150 millions qui sont garantis nulle part. On a tous un peu un jour emprunté pour acheter un appartement ou je ne sais quoi, et personne ne nous a jamais donné autant d'argent, évidemment, et sans aucune garantie. Ça veut dire que s'il n'y a pas de garant en face, ben la probabilité forte, mais là encore c'est très opaque donc on ne le sait pas, on le saura probablement peut-être en août, mais la probabilité forte à ce moment-là, c'est que ce soit les titres même de l'entreprise qui soient les garants, qui soient gagés par rapport à cet emprunt. Ce qui veut dire que si à un moment les finances ne tournent pas comme il est prévu qu'elles tournent, eh bien le risque qu'on peut prendre, si tel est le cas, c'est que finalement le créancier prenne la direction de la SPL. C'est ça qui peut se passer dans ce cas de montage. Et là, à nouveau, c'est un risque qui peut devenir très important parce que pour le coup, on n'aurait plus grand-chose à dire à ce moment-là. Sur ce point également, l'absence d'information. Il est clair que dans le monde de l'entreprise, il y a des clauses de confidentialité, donc il était impossible de demander aux gens qui sont à la tête. Donc il y a une agence qui suit, une agence sur le financement qui suit, qui aide et qui accompagne TIG, demander quels étaient aujourd'hui les concurrents ou les gens qui travaillaient sur le pôle bancaire. Donc citer des noms, ça aurait été compliqué. Par contre, on aurait pu savoir si c'était un financement bancaire pur, un financement obligataire. Il y a des grosses différences, il y a des différences majeures, notamment en termes de risque, et avoir également des idées de taux, parce que investir à 15%, peut-être que toutes les banques de la BN sont intéressées. Donc, pas d'informations, même des informations, encore une fois, qui n'engageaient pas la clause de confidentialité qui a sans doute été signée entre la commune et les établissements bancaires. Typiquement, qui est au moins communiqué un taux maximum au-delà duquel on n'engagerait pas le financement. On entend dire, mais peut-être que le 30... On entend dire, donc je mets toutes les réserves sur ce que je vais dire, parce que c'est des rumeurs, on est dans une petite vallée. Quand il y a une information, parfois elle monte doucement depuis Annecy, Chambéry ou Grenoble. On entend dire que les banques qui, normalement, ou traditionnellement, les banques françaises, assez locales, financent les projets des collectivités, ben, ces banques, elles ne sont pas dans le pool sur la partie VNC. Elles le sont peut-être sur la partie investissement, parce que ces banques, quand on finance un investissement, il y a un actif en face, mais sur la partie VNC, on entend dire que les banques traditionnelles qui adorent investir sur les territoires de montagne se sont désistées. Mais encore une fois, je mets toutes les réserves à ça, peut-être que le 30 août, on aura des informations qui sont complètement différentes. Et sur le système d'information, ben là pour le coup, c'est le cœur du réacteur de l'exploitation. Et d'ailleurs, quand on parle avec des gens qui travaillent aujourd'hui à STGM, c'est une de leurs très grosses inquiétudes. Et là, on a appris récemment qu'un directeur des services d'information allait rejoindre l'entreprise en septembre, 8 mois avant le début. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'on va tout droit vers la fourniture du système d'information par la CDA, au prix que la CDA voudra bien gentiment faire à la SPL. Donc là aussi, il y a une très grosse zone de risque avec une immense dépendance à la CDA sur le cœur du réacteur même
de l'activité. Alors, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, en fait, toutes ces lacunes managériales dans le temps rapidement, parce qu'on a affaire à un système de gouvernance hyper performant et fonctionne, peut-être que ça sera atténué, peut-être qu'il n'y aura pas de risque sur ce qu'on vient de dire, mais il y a toujours les risques objectifs derrière, avant, qu'on a cités, c'est-à-dire liés à l'environnement, liés aux problèmes géopolitiques et liés aux problèmes économiques. Yann. Plus de 5 fois dans le schéma. C'est après. Ouais. Tu vois un peu? Wow. Toi, tu as lu les slides avant, je pense. Merci pour la transition, comme on dit. Est-ce que vous avez d'autres questions, des questions sur... Oui. Une question de compréhension, si vous pouvez revenir au transparent précédent sur les chiffres que vous avez donnés. Oui. Tous ces chiffres, j'imagine que ce sont des chiffres qui vous ont été communiqués par la SPL. Oui. Ce sont les chiffres qui sont communiqués lors des réunions publiques qu'on essaye de recomposer parce qu'ils bougent parfois un peu. D'accord. Et donc, quand je vois autofinancement ou investissement, ce sont des chiffres sur... Parce que ça se ramène à une période, vous nous avez dit tout à l'heure, si on marque 30 ans, la oui. SPL, on a marqué sur 30 ans. Oui. J'imagine que ce n'est pas l'autofinancement sur 30 ans ou les investissements de 120 millions sur 30 ans. Parce qu'au total, il y avait un 430 millions. Donc ça correspond à quelle période? 30 ans. En fait, au départ, le chiffre était beaucoup plus important, l'enveloppe d'investissement était beaucoup plus importante. Elle a été réduite dans l'annonce lors de la dernière réunion. Encore une fois, ce sont des chiffres qu'on essaie de recomposer réunion après réunion. Et une de nos peurs un peu, c'est que justement, une des variables d'ajustement, si la rentabilité n'est pas au niveau de celle qui a été escomptée dans le business plan, eh ben, c'est finalement que ce soit les investissements dans le domaine skiable qui soient la variable d'ajustement et que finalement, si on n'a pas suffisamment de rentabilité, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va moins investir dans le domaine. Ce sera ça la variable d'ajustement. La rentabilité, c'est ce qui est le ruissellement, comme vous l'avez qualifié, c'est l'autofinancement, c'est ça? En fait, on espère qu'avec le montage, le ruissellement, ça n'est pas que l'autofinancement. Ça, c'est l'autofinancement qui porte uniquement sur le domaine de montagne. Vous avez compris que l'objectif de la SPL et l'objectif de n'importe quel DSP, c'est vrai qu'il y a aussi un ruissellement vers d'autres choses sur la commune. Si en fait il y a une autarcie et un autofinancement qui ne sert qu'au domaine de montagne, c'est un échec, mais quel que soit le montage. Le ruissellement, c'est pouvoir avoir de l'argent qui provient du domaine skiable pour faire autre chose que changer le télésiège. Pour acheter, peu importe, mais pour apporter plus de confort aux citoyens, pour apporter plus d'activité aux jeunes du territoire, pour avoir une politique de communication plus importante, ce genre de choses. On arrive au est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Hubert. Tu veux le micro ou pas? La notion de marque, la marque Alta, c'est l'équivalent de la marque STGM. Il est hors de question d'avoir cette marque-là comme support de communication de la station. Les logos TIM et 5 fois, je vous dis, c'est les deux marques qui sont représentées. Qui pourrait imaginer que d'un seul coup, on ne communique plus sur TIM mais sur Alta? Personne. C'était pas si clair dans la réunion, mais c'est pour ça qu'on a... La création de la société Alta, elle répond à un premier besoin. Merci pour la précision. Pour créer une société, il faut qu'elle ait un nom, il faut qu'elle soit enregistrée. Oui, mais Hubert, dans le monde de l'entreprise, il y a la marque, plein de marques, et après, il y a des noms de sociétés qui sont souvent inconnus de tout le monde. Pourquoi? Il y a que le fisc qui connaît ces noms et l'administration en général. Parce qu'en fait, on communique sur une marque. Donc, quel est l'intérêt? En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est tout simplement que vous avez dépensé de l'argent en conseil en communication, parce que, vu les debriefings que vous avez faits, c'est pas vous qui avez sorti tout ça. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent gaspillé. C'est, oui. Ton point de vue. C'est mon point de vue, oui. J'ai juste une question. Quand on parle de 120 millions d'investissements sur 30 ans, est-ce que c'est le cas une correspondance, par exemple, avec ce qui a été investi par STGM sur les 10 dernières années? Bonne question, hyper technique, et moi je suis pas capable de répondre. On a épluché tous les comptes de la SCGM, mais j'ai pas tout en tête. On ne sait pas dire si on va faire moins. Ouais, mais c'est En fait, ce qu'on a compris plus ou moins, mais encore une fois, on va pas ici. En fait, il y a une convention et ils ont suivi la convention. Voilà. Ouais, mais les montants, tu les as en tête ou pas? Soit équivalent. Et on est dans le flou. Question trop pointue, trop précise. Non, mais par contre, il faudra répondre à ça. Non, mais je peux répondre.
C'est 400 millions d'investissements sur 30 ans, ça correspond à ce qui est investi à la SDGM, à peu près ces dernières années. On est sur le même trend d'investissement. Et les 400 millions d'investissements, où est-ce qu'on est pas? Parce que dans les chiffres, c'est ça. Dans- Parce qu'il y a 160, il y a 130. Voilà, ceux-là, ils ne seront pas de l'investissement. Voilà. Et d'ailleurs, dans la première version de la réunion de janvier, la partie investissement était de l'ordre de, était plus importante. C'est 410 millions. Bon, en tout cas, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est notamment pas très clair. C'est essentiel et on va travailler dessus. Ouais, c'est clair. Mais bon, on a un élément de réponse déjà. Ok, on arrive sur et d'autres questions sur la gouvernance et sur le management. On arrive sur les collectivités territoriales qui sont associées au projet. Alors, balisé en dessous, c'est pas le même type d'association. Cinq fois parenthèse, la question donc qu'on peut se poser, c'est, vous connaissez, il y a un modèle économique sur Sainte-Foy qui est complètement différent d'une autre en quantité, donc en volume et en qualité de management, c'est-à-dire en typologie de management. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, dans cette SPL, avec un énorme, alors j'ai encore une fois les chiffres, entre 70 millions pour la SCGM à peu près, ou un peu plus avec le dernier bilan, et 3,5 millions, je me trompe, sur Sainte-Foy, le chiffre d'affaires, c'est à peu près ça, entre 3 et 5, on va dire. Ouais, entre 3 et 5. Bon, donc c'est un partenaire c'est David et Goliath. Est-ce que, en termes de gouvernance et de management, avec également dans le conseil de surveillance, on se demande en fait l'intérêt de Sainte-Foy d'aller dans cette aventure. L'intérêt de Sainte-Foy, il est de s'embarquer derrière une grosse structure. Mais l'intérêt de Tignes, il est peut-être un peu moins évident. Il fallait 2 communes pour faire une SPL minimum. Bon, bah peut-être que c'était celui-là, l'intérêt minimum. Et ça fait un peu effectivement le mariage de la carpe et du lapin, quoi. Ouais, sachant que dans la SPL, vous le savez, là, j'ai pondéré ce que tu viens de dire, il y a quand même une comptabilité analytique qui est différenciée Tignes et Sainte-Foy. Et globalement, Sainte-Foy finance ses investissements, Tignes finance ses investissements. Et en fait, aujourd'hui, s'il y a Tignes et Sainte-Foy, c'est sans doute que vous étiez obligé pour avoir une SPL, il faut 2 collectivités locales. Et comme je crois, encore une fois, c'est de la rumeur, comme je crois que le département n'a pas souhaité être, alors que le département est... Ah, Serge va répondre là-dessus. Ce qu'on a entendu, encore une fois, j'aimerais tellement qu'on puisse avoir des éléments précis. On entend dire que le département n'a pas souhaité être actionnaire de la SPL, alors qu'il est actionnaire de pas mal de, notamment Val Thorens et d'autres. Mais peut-être que c'est pas ça. Tu veux répondre à ce point? Bien. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'avoir bien écouté ce qui a été dit. C'est pas fini, hein? Oui, je m'en doute, parce que le réquisitoire, il est bien sévère, et je vous trouve votre rôle, qui est naturellement le vôtre, donc qui n'est pas forcément naturellement digne, c'est que vous avez regardé le verre du côté que vous souhaitez, mais pas du côté de l'intérêt général. Alors, je vais aussi, parce que le réquisitoire est vraiment sévère, et bien appuyé, on va essayer et tâcher de rester, comme vous l'avez dit, apaisé et digne, et surtout honnête. Donc, je vais quitter un peu mon côté, là, parce que je bouge la vue à tout le monde. Alors, il nous a été reproché d'avoir pris et d'avoir pas été légitime pour prendre la décision. Il nous a été reproché également de dire que en 2020, lors des dernières élections, on n'a pas eu mandat pour choisir la destinée de notre station. Ouais, je trouve ça un petit peu fort. J'ai du mal à m'exprimer parce que, en l'occurrence, j'ai pas parlé de légitimité. Non, mais j'ai pas parlé de légitimité, Serge. Et ce que je dis, c'est que vous avez été élu, mais vous n'avez pas été élu sur le mandat de créer une SPL pour reprendre les remontées. Mais vous avez tout à fait été élu pour gérer la commune. Mais là, on pense que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu exceptionnel comme événement, quoi. Voilà. Donc, moi, je ne t'ai pas coupé, je te remercierai à l'avenir de ne pas me couper. Mais réponds à la question. Voilà, réponds à la question. Donc, en 2020, évidemment que comme nous sommes passés devant une époque, il avait été bien entendu que le mandat de la DSP
le renouvellement des DSP était un atout majeur pour la mandature que j'ai eu l'honneur de diriger. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte, parce que le réquisitoire est vraiment fort et quand même pas bien connu. Parce que votre réquisitoire, il est de votre vue extérieure. Nous avons vécu la mandature de l'intérieur. C'est nous qui avons, pendant 6 ans, eu des rapports avec le concessionnaire sortant. C'est nous qui avons eu la difficulté de discuter avec eux pour faire évoluer à la fois la qualité d'accueil, la qualité de mobilité, sur lesquelles on a eu quelquefois des discussions pour une navette supplémentaire qui ont duré 1 mois, 2 mois, parce que c'était compliqué, ça coûtait de l'argent. Et nous, ce qui nous motive, je vous le dis clairement, et avant tout, c'est la destinée de Team, l'expérience client, et de faire en sorte que Team, avec les qualités de domaine skiable que nous avons, avec la garantie de neige que nous avons, c'est d'offrir à nos clients, à nos visiteurs, la meilleure expérience possible pour que Tignes soit une station reconnue internationalement pour son ski. Je veux également vous dire que sur les chiffres, quand vous avez, messieurs et dames, il faut le savoir, un concessionnaire qui a très bien fait son travail, puisque il faut dire que la VNC de 110 millions avec un très beau état de remontée mécanique, s'ils n'avaient pas su faire, peut-être qu'on n'aurait pas pris la décision. S'ils n'avaient pas su faire, on aurait peut-être pris une autre décision. Il faut juste vous dire que quand il y a un appel d'offres, avec le concessionnaire sortant, qui avait donc l'outil dans sa possession en hauteur de 110 millions, sur n'importe quel appel d'offres, y compris une SEM, eh bien le sortant partait avec une longueur d'avance incroyable. Parce que dans quelque cahier des charges qu'il soit, eh bien, tout autre organisme voulant prétendre aurait eu déjà 110 millions à sortir pour acheter l'outil de travail. Comme la SPL, quoi. Oui, sauf que quand on signe un contrat, M. Lionel Badoz, avec un nouveau concessionnaire, sur 25 ans, vous avez forcément un TRI qui est obligatoire à transmettre et à réaliser chaque année. Et quand Olivier veut dire que ce sera plus maniable et plus adaptable avec la SPL, tout simplement, c'est que nous, eh bien, les Tignards, on n'aura pas de TRI à défendre. On aura à prendre notre responsabilité de choisir entre la collectivité, Team Développement et la SPL, ce qu'il convient de mieux face aux incertitudes climatiques, ce que nous pouvons et ce que nous devons faire pour continuer à exister dans le monde difficile qui est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le monde de l'incertitude mondiale, la météo et les difficultés que nous devons faire face aujourd'hui face à la fonte. Donc, dans notre raisonnement, il n'a pas été tenu compte de faire en sorte de se séparer d'un concessionnaire qui avait fait ses preuves, mais il s'agissait pour nous tout simplement de mettre en place une société qui permette de gérer les remontées mécaniques. C'est une société qui a plusieurs objets, notamment l'investissement sur son domaine, la transition, la mobilité, créer des logements pour notre population. Il ne faut pas tout mélanger. Je veux également vous dire... Serge, on est au moment des questions. Oui, mais et moi je termine parce que tu feras une réunion, je te poserai des questions. On te posera des questions. Moi, je fais. C'est pas des questions, ça. Et je veux juste dire une chose pour que tout le monde le sache.
sur les 5 dernières années, et soyez rassurés sur notre volonté de toujours investir sur notre domaine. On a managé la station avec 3 nouvelles remontées mécaniques et 3 nouveaux télésièges. Sur la mandature précédente, on a eu pratiquement rien. Donc, soyez confiants que si nous avons choisi ce chemin-là, c'est pas pour que Tignes rentre dans le néant, mais c'est pour que Tignes affronte le futur. Merci Serge. Juste donc pour te répondre 2 points, un sur lequel on est d'accord et un sur lequel on est peut-être un peu moins d'accord. Celui sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est que le contrat qui se termine, il était très mal ficelé, on a compris l'origine, mais qu'on pense qu'une alternative était possible, peut-être moins risquée et pas forcément moins rentable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je te rejoins peut-être pas complètement, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de TRI à défendre, mais il y aura une dette à rembourser. Et ça, il va bien falloir y passer quand même. Ouais, Serge, également, la mandature précédente, tu étais aux affaires, non? Tu dis qu'il n'y a pas eu d'investissement, tu étais aux affaires. Vous avez peut-être été, je vais être méchant, vous avez peut-être été trop préoccupé par le projet de Skidome qui vous a pris beaucoup de temps pour vous occuper quoi. Non mais non, je ne dis pas des conneries. Tu dis que la mandature précédente n'a pas investi, mais tu étais aux affaires. Hein? Elle a investi, mais pas dans la remontée mécanique. Ok, donc tu n'as pas répondu aux questions concernant Sainte-Foy en fait. Donc Sainte-Foy, il restait Champagny, Valsony, Pardon. Val d'Isère. Alors Val d'Isère, c'est une petite station. Il n'a pas été répondu par Serge à la question pourquoi le département n'est pas venu au capital de la SPL. Tu veux reprendre le micro? Allez, rapidement, Serge. Hein? Pascal, tout simplement, le modèle du département qui nous a été proposé, c'était de choisir la structure qu'il voulait et de nous imposer ce qu'on ne voulait pas. Donc, tout simplement, le département a créé une société, je ne mets plus son nom, qui a investi dans les remontées mécaniques et qui a investi dans les domaines. Et donc, notre choix, c'était d'aller dans leur sens, dans leur société, sans que nous puissions avoir notre destin en main, c'est-à-dire le pouvoir de décision. C'est pour ça que nous n'avons pas adhéré, et le département n'a pas souhaité nous rejoindre dans la SPL parce que ça ne correspondait pas à leur modèle économique. Merci. Merci Serge. Concernant les territoires de Champagny et de Valsony, vous savez qu'on partage bizarrement, parce que le cadastre a été fait il y a quelques siècles, et on partage le glacier. La découpe des communes est assez compliquée. Et donc les communes de Champagny et Valsony sont aujourd'hui impliquées depuis très peu de temps, ont été surprises d'ailleurs, notamment pour Champagny, d'être impliquées si tard dans ce projet-là. La question que j'ai, c'est pas que Champagny et Valsony rejoignent la SPL, c'est à quel prix en fait. Est-ce que la redevance, et ça pareil, on n'a pas d'informations, il y avait une redevance depuis toujours d'utilisation du glacier pour Champagny et pour Valsony. Aujourd'hui, vous allez les voir au dernier moment, est-ce que la redevance sera la même? Je suis pas sûr. Val d'Isère. Ben, pardon? Elle ne sera pas supérieure. Okay. Ben, écris-le. Val d'Isère. Et puis écrivez que vous allez voir les gens on est vos associés. Écrivez que vous allez voir les gens de Champagny, tardivement, les gens de Valsony, tardivement. Écrivez. Non mais un point, non, Serge, après je te passe le micro à la fin. Val d'Isère, c'est pas la même chose. On ne partage pas de territoire. C'est notre voisin adoré depuis une éternité, avec bien sûr, vous le savez, des moments qui n'ont pas été faciles dans les différentes mandatures politiques. Il est clair, et moi j'en prends l'engagement, c'est que si je suis élu en mars 2026, Val d'Isère et Tignes, alors j'espère que ça sera du bon côté à Val d'Isère également, mais moi je ferai en sorte qu'on soit les meilleurs copains du monde pour agir en communication, en marketing, en commercialisation, en mutualisation de plein de choses, pour qu'enfin, on soit des vrais partenaires. Ça fait un moment qu'on ne l'est pas. Et Val d'Isère, vous savez qu'aujourd'hui, Val d'Isère et Tignes sont deux domaines qui sont gérés par le même délégataire, la Compagnie des Alpes. Et aujourd'hui, comme par exemple, il y a des domaines skiables qui sont unis, type les Trois-Vallées, type Paradis Ski. Paradis Ski et Tignes Val d'Isère, c'est la même chose, c'est le même délégataire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rétrocession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
la SCGM ne rétrocède pas de chiffre d'affaires à la SCVI et les ARC ne rétrocèdent rien non plus à la SAP. ADS ne rétrocède rien à la SAP. Dans le monde, par contre, à Cochelle, c'est complètement différent. Les Trois-Vallées, c'est complètement différent. Il y a un principe de péréquation qui est établi, notamment, mais pas que. Je rentre pas dans le détail parce que je ne maîtrise pas de 100%, mais notamment sur les flux de skieurs. C'est-à-dire que globalement, et ça, c'est les flux de skieurs, ils sont bien sûr liés au nombre de lits touristiques, ce qu'on appelle des lits chauds ou des lits commercialisés dans les stations. Et il y a eu un écart qui s'est creusé entre Tignes et Val d'Isère sur le nombre de lits, vous le savez. Et fatalement, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a plus de clients tignards qui vont à Val d'Isère que le contraire. Donc aujourd'hui, il y a une négociation, mais qui est sans doute légitime pour les Avalins, parce que les gens de Courchevel auront la même négociation, les gens de Méribel, les gens des Ménures, les gens de Val-Thorens sont la même négociation. Il y a des communes où c'est purement arithmétique, c'est basé sur les flux, et il y a d'autres communes où, parce qu'il y a un point symbolique, la Grande Motte, par exemple, je parle aux Avalins, la Grande Motte qui est quand même l'endroit fantastique de Tignes, Val d'Isère, Tignes, et peut-être qu'il y a des pondérations possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un coût à mettre au compte de résultat de la SPL, qui n'est pas aujourd'hui au compte de résultat de la SCGM, c'est-à-dire le coût en fait de la péréquation qui va vers Val d'Isère. Vous avez des questions sur ces thématiques? Oui, c'est Serge. Sur ces thématiques, rapidement. C'est des questions, Serge, hein, c'est pas des argumentations, c'est des questions. Comme je disais, vous voyez Vers à moitié. la vie de l'extérieur, pas d'intérieur. Il faut savoir une chose, c'est que pour la gratuité des flux entre Tignes et Val d'Isère depuis 2003, c'est un courrier qui a été fait entre les deux délégataires, entre la STVI et la STGM, dont les deux communes, Tignes et Val d'Isère, ne sont pas signataires, qui permet aujourd'hui de faire en sorte que aucune des deux communes ne doit verser de l'argent à l'autre sur le passage des flux skieurs. Cet accord, il était valable jusqu'à la fin du contrat STGM, c'est-à-dire 2026. Tout à l'heure, vous parliez de faire et de lancer un appel d'offres. Pour ce faire, à l'intérieur d'un éventuel cahier des charges, cette différence entre Tignes et Val d'Isère sur les flux skieurs, elle aurait été indispensable à être et à faire partie du cahier des charges. D'où notre inquiétude, c'est pour cela que nous avons mandaté le concessionnaire sortant avec le maire de Val d'Isère et le maire de Tignes de demander à la CDA d'organiser et de faire les premiers comptes afin de savoir et de pouvoir insérer dans le cahier des charges les flux qui seront affecturés dans le prochain contrat. On n'a aucun doute que vous travaillez le sujet. Hein. Tu es en train de nous dire que vous travaillez le sujet avec la CA, avec la... Heureusement que vous travaillez le sujet. Juste une chose, je rebondis sur vous avez Tignes Développement organisé en mars, il me semble, un apéritif, un déjeuner pour les propriétaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, désolé, les propriétaires immobiliers de Tignes, donc nos clients qui sont... Tignes propriétaires. Tignes propriétaires, voilà. Tu as fait un discours en disant que Val d'Isère adhérait pas aux stratégies globales de... Tu as taillé Val d'Isère. Je te rappelle de ça. C'est aussi le moment, c'est aussi pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi les propriétaires immobiliers qui sont des clients avant tout de notre domaine doivent savoir qu'il y a des divergences du moment, ils en ont rien à faire de tout ça. Et c'est le moment aussi, je suis désolé de te le dire parce que tu prends beaucoup la parole, c'est le moment de dire, aussi, dans ce discours où tu as dit, on lance la SPL, c'est une grande aventure, et pour les grandes aventures, il faut un grain de folie. J'ai les termes précis en tête. Et ça me chagrine qu'il y ait des grains de folie avec l'argent de la commune. Ça me chagrine vraiment. Vous utilisez trop de termes comme ça. Dans le Team 2050, il y a des mots comme audace, aventure. Mon frère a participé. Oui, mais ça m'étonne que mon frère ait parlé d'audace au crédit de la commune. Au crédit de la commune. Mon frère a sans doute parlé du fait qu'il fallait un appel de... Laisse-moi parler. Mon frère a sans doute dit, et je le connais bien, qu'il fallait, si on partait sur un contrat de DSP, il fallait que ça soit un contrat de DSP hyper bien allégé, et compte tenu de la force de Tignes, que ça soit à l'avantage de Tignes et pas à l'avantage. Et c'est mieux de ne pas faire parler les absents, Serge. Et surtout que la mairie devait rester le patron de son territoire.
Ah, Mais ça peut passer par un contrat, évidemment. Mais un contrat de DSP bien ficelé, on est toujours propriétaire. Quand il y a des gens qui me disent c'est bien la SPL parce que le pylône du sommet du Palafo, là, qu'on voit d'ici, il sera à nous. Mais il a toujours été à nous. Il a toujours été à nous. Non, mais il a toujours été à nous. Il est sur le territoire de la commune, il a toujours été à nous. Un délégataire n'est pas propriétaire des installations qu'il met sur le territoire. Il finance et il l'exploite. Donc, on va parler des autres points derrière. Alors, on pensait faire 1h30, on fait un peu plus long. Là, on arrive dans le sujet parce qu'en fait, c'est également la question qui nous est posée. Et quelle est votre position sur la SPL? On a cette dualité go-no-go que vous connaissez tous, go-no-go. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, parce qu'on n'a pas trop d'informations, donc aujourd'hui, on a encore go, no-go. Le no-go pour la SPL, donc, hein, il n'y a pas de financement ou un financement trop cher, c'est-à-dire qu'en fait, les banques, finalement, ou alors les fonds de dette obligataires, qui est bien différent, dette ou fonds de dette obligataires, décident de renoncer et n'y vont pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de financement. Ou alors il y a un financement qui est dans un élan de raison, les gens de la SPL se disent que les taux sont trop importants et ça déséquilibre complètement le prévisionnel financier, donc on n'y va pas pour ces deux raisons. J'en vois pas d'autres à ce stade, il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles les SPL ne pourraient pas exister. Donc dans ces cas-là, il faut ouvrir le champ d'étude d'une gestion de type SEM ou opérateur privé. On est à la bourre un peu parce que imaginez qu'en octobre ils nous disent, ou au 30 août, ils nous disent ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas la SPL, on ne peut pas la financer. On aura mis beaucoup d'argent à la poubelle. Hein. Et aussi, il faut aller très vite pour là rédiger le plan B qui nous avait été souvent évoqué, mais qu'on n'a jamais vu finalement. Le plan B, c'est quoi? Vous avez parlé de plan B. Et le plan B, on l'a jamais vu. Et l'autre point, c'est conserver la DSP actuelle avec un exercice supplémentaire pour préparer un cahier des charges de DSP. Alors, la DSP de Tignes, encore une fois, je donne des éléments, on peut me contrecarrer parce que j'ai pas toutes les précisions. Mais la Cour régionale des comptes a estimé notamment que la DSP de Tignes était déjà trop longue. Alors, est-ce qu'on aurait l'autorisation de prolonger avec la SCGM, avec la CDA, un an supplémentaire? Ça reste une question. Et également, donc, ce cahier des charges de DSP, et puis la SCM, peut-être qu'ils sont aujourd'hui, ils ont déjà dépensé l'argent, les 110 millions. Ils l'ont déjà mis ailleurs, ils ont d'autres projets. Vous avez vu qu'ils viennent de reprendre la DSP de Prolognan. Alors, ça coûte pas 110 millions, la DSP de Prolognan. Hein. Mais peut-être que l'argent pour eux, c'est acquis, la CGM n'existera plus, et les 110 millions ont déjà été fléchés sur autre chose. Et également, les 30 millions du Chevril, ou les 40 millions, 30 millions, on va dire, 31 millions, ont été fléchés ailleurs. Donc, c'est beau de dire on prolonge la DSP, mais peut-être que le délégataire du moment ne souhaite pas prolonger la DSP. Olivier, tu dis le plan B, il n'est pas communiqué, est-ce que le plan A avance? Mais tu peux comprendre que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a tant de monde dans la salle, les gens demandaient si ça allait être filmé, etc., que les gens s'inquiètent à 10 mois de se dire vous avez normalement fait une alternative avant de prendre votre décision, donc probablement vous avez commencé à réfléchir à un cahier des charges, etc. Et que on ne sait même pas aujourd'hui, si jamais il y avait un problème, gouverner c'est prévoir, si jamais il y avait un problème pour la DSP, on ne sait même pas combien de temps il faudrait pour sortir un appel d'offres, etc. C'est ça qui inquiète les gens. Voilà. Bah, je pense qu'il faut que vous répondiez, non mais à la limite, il faut que vous répondiez dans Tignes en toutes lettres, etc. Soignez votre communication, j'ai envie de dire. Là, ce qu'on a repris, c'est les choses que vous avez bien voulu dire dans les différentes réunions. Sur le plan B, rien. Ok, le go. Le go, donc, ça veut dire que la SPL est financée et d'octobre 2025 à mars 2026, vous êtes aux commandes de la préparation de la SPL. Et donc, financement. Et là, on prend le cas où ce qu'on espère, et on va faire le maximum pour, c'est nous qui emportons, qui emportons les élections en mars 2026. Donc, on se retrouve en fait avec cette SPL. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les choix sont pas simples, hein, parce que je suppose que vous avez tous imaginé qu'une nouvelle municipalité va se retrouver avec un jouet qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas commandé au Père Noël. Donc, ce jouet, c'est un jouet qui est ambitieux, qui prend de la place. Et mars 26, imaginons mars 26, la municipalité actuelle est renversée.
il faut qu'on se retrouve avec ce jouet-là. Les contraintes qui sont apportées à notre décision d'élu, si nous sommes élus, on est au conditionnel. C'est le premier point. Le budget alloué est dépensé depuis 2024. C'est court, en 2024, en 2 ans. On estime, encore une fois, c'est des bruits, des rumeurs, c'est le monde de la vallée. On estime qu'on est entre 6,5 millions et 7 millions entre les conseils, entre le RP, entre la masse salariale qui est déjà engagée, qui sera dépensée. Donc ça veut dire que, globalement, si on décide d'annuler la SPL, il y a 7 millions qu'on met à la poubelle. Les biens propres STGM financés, Chevril, Golf, surtout Chevril, le gros morceau, 31 millions, 2,5 de droits d'enregistrement. À peu près, ouais. On fait des calculs d'épicier un peu, hein, parce qu'on en est là, quoi, on a tellement peu d'informations. C'est 2,5 millions de droits d'enregistrement. Pareil, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est vrai que la commune aura des logements sociaux, ce qui n'est pas le plus aberrant du monde non plus, mais ça représente aussi 2,5 millions, est-ce qu'on les met à la poubelle? Ensuite, des choses qu'on ne sait pas, le coût de renoncement aux engagements bancaires contractualisés. Pareil, on est dans les hypothèses. Est-ce qu'une banque aujourd'hui peut imaginer, a priori je pense que les banquiers sont au courant qu'il y a des élections municipales en mars 26, peut-être pas les Australiens, peut-être pas les Américains, mais les Français sont au courant. Et ils se disent, mais si vous n'êtes pas élu, alors, est-ce que c'est une clause suspensive? Alors, si c'est une clause suspensive, est-ce qu'elle est financée en face? Est-ce qu'il y a un coût pour la commune? On aimerait savoir ça, parce que quand on pose ce genre de questions, on vous demande pas avec qui vous allez travailler. On vous demande juste, parce que ça n'est pas une clause de confidentialité, de dire qu'il y a des pénalités. Donc, ça veut dire que si vous renoncez, si les prochains élus, c'est-à-dire nous, si on est élus, on renonce, on peut tout de suite, boum, être obligé de payer des clauses de renoncement aux engagements bancaires qui ont été contractualisés. Et puis après, il y a l'autre problème, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est la possibilité de prolonger la DSP actuelle. La SCGM nous dit, non, l'argent, on veut l'argent parce que on a 2 investissements prévus, et puis et vous nous avez trop mal traités, donc on ne veut pas revenir sur votre territoire. C'est aussi des hypothèses. Donc voilà, donc ça c'est le contexte que l'on a après, et là on arrive sur. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous est dit là? Mais là, ça rejoint peut-être que les questions seront plus importantes à la fin. Donc ça veut dire que globalement, on a 10 millions. Et 10 millions, c'est sans compter les charges induites ou ce qu'on appelle les charges fixes directement imputables, c'est-à-dire les locaux de la commune, de tout ça qui ont été pour les réunions et autres. Donc on est aux alentours de 10 millions. Est-ce qu'on va mettre ces 10 millions à la poubelle? Donc donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut conserver la SPL et la professionnaliser. On estime aujourd'hui, avec les lacunes de gouvernance et de management, qu'on peut faire mieux. C'est ambitieux peut-être, c'est quelque chose qu'on pense. Donc il y a aussi cette option-là, c'est-à-dire si on vous dit demain, en avril 2026, les 10 millions qui ont été dépensés pour la création de la SPL, on la met à la poubelle. Et puis à un moment, il faudra qu'on le dise aussi pendant la campagne électorale. Parce que 10 millions, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup, pardon. Pas grand-chose. C'est pas grand-chose par rapport aux 400 millions, mais c'est beaucoup d'argent sur un budget de 50 millions. Et surtout, c'est de l'argent, en fait, c'est pas des actifs. On n'a pas acheté des chignettes, on n'a pas acheté des 4x4. On a payé des agences d'accompagnement. Et premier point, on a payé des salaires et on a payé quelque chose qui est très cher, le système d'information. L'autre solution, c'est que la SCGM qui du coup serait en position, la CDA serait en position de force, on vient à votre secours. Une deuxième fois, après 89, la CDA, à l'époque la CDA n'était pas encore créée, elle a été créée juste après. C'était la Caisse des dépôts et consignations qui est venue au secours de certaines stations, Tignes, les Arcs et les Minueurs. La CDA a été créée dans le mouvement. La CDA revient en disant, on est les sauveurs, zéro CDA, donc zéro, j'ai pas dit zéro, hein, zéro CDA. Et ils arrivent et on arrive aussi via la préfecture, je sais pas par qui, parce que encore une fois la Cour régionale des comptes a estimé que la DSP était déjà trop longue. Ils arrivent et nous disent bon ben on veut bien une année supplémentaire qui sera quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas aller plus loin. Okay, donc une année supplémentaire qui nous permettrait de préparer, de rédiger un cahier des charges de DSP qui répond aux attentes des tignards, notamment. Sur la performance de management opérationnel, comme monsieur disait, vous voyez, les mots arrivent en fin de slide. La surveillance permanente du respect du contrat, on parle de sentinelle locale, de manière à ce que au quotidien,
le respect du contrat soit regardé, observé, analysé, étudié, avec potentiellement, mais ça va loin, des pénalités pour le délégataire, mais si on en arrive là, l'ambiance ne va pas être bonne. L'investissement concerté avec les experts du territoire, il y a quand même sur les deux mandatures, il y a quand même des choses qui ont été faites qui font un peu tâche. On parle notamment des ALM, on parle des TSH des ALM, qui l'a pris ou qui le prend souvent, c'est les TSH des ALM. Les TSH des ALM, les gens des Bréviaires et des Boisses auraient sans doute préféré avoir des engins différents et peut-être des lignes différentes, vous le savez. Un retard sur les marais, 4 ans de fermeture, je crois. Également, un grand 8 qui... Il y a un mot qui vient bien, c'est trapanel. Un grand 8 qui était un trapanel. Également, en altitude, on enlève le télésiège de la laisse pour 2 raisons. Première raison, ça ne sert que de 3 mois. Il y a des stations complètes qui sont ouvertes que de 3 mois, et nous, un télésiège qui ne sert que de 3 mois en altitude. On a quand même des enfants gâtés. Hein. Et on a essayé de l'enlever. En se disant, tu vas reprendre le propos, tiens, en se disant qu'on va faire un échange avec le Parc National de la Vanoise. Lionel Bados, c'est le roi des images, il va vous donner une bonne image qui m'a plu. C'est ce qu'on a compris, mais dis Serge, le problème. Ok, donne-nous l'échange avec Non, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, on a tous constaté cet hiver qu'on n'a pas pris la laisse. D'ailleurs, il n'y a plus rien aujourd'hui. Et ce que j'ai cru comprendre, mais c'est pas si c'est un mensonge, enfin c'est pas un mensonge en l'occurrence, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et si j'ai mal compris, je m'en excuse auprès de toi, mais tu pourras revenir dessus. Mais ce qu'on nous a dit à l'époque, c'est en enlevant la laisse, on pourra tordre le bras au parc, et notamment pour assurer l'enneigement du panoramique, etc. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que finalement, quand on fait un échange de prisonniers, vous savez, dans les films avec les Américains et les Russes, ça se passe sur un pont et on échange les prisonniers en même temps au milieu du pont et pas 2 ans après, parce que quand on va revenir les voir pour leur dire « Au fait, vous vous souvenez, quand on a enlevé la laisse et qu'on devait en même temps pouvoir enneiger le panoramique, ben on voudrait le faire maintenant » et là, évidemment, on n'aura plus la main là-dessus. C'est ce que j'ai compris. Donc l'échange de prisonniers avec le Parc National de la Vanoise, il faut le faire en temps réel. Pardon ? Là, c'est mensonger. Si tu veux, je peux préciser, parce que ce que tu dis est mensonger. Mais alors, juste Serge, pour finir, sois sûr que je suis pas du tout un enfoiré pour reprendre tes termes. Et si c'est mensonger, vous pourrez évidemment compléter le propos. Mais ce qu'on a tous vu aujourd'hui, c'est que la laisse a disparu. Voilà. Ok, très bien. On passe également... Alors ça, c'est les éléments qui nous semblent importants. Et au regard également de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que tous, vous êtes consommateurs du domaine skiable, du domaine de montagne. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et notamment, l'absence d'agilité opérationnelle. Il y a des stations qui n'ont pas les atouts que l'on a nous et qui sont obligées d'avoir d'agilité. L'agilité, c'est quoi? Je prends un exemple. Parmi tant d'autres, c'est se dire, tiens, au printemps, à partir de 15h30, il n'y a pas grand monde autour de la table qui va skier, je suppose. Par contre, le matin, à partir de 8h, c'est bon, il y a beaucoup de clients. Ben, on reste sur des schémas d'ouverture qui sont quasi identiques tous les jours. Ça, c'est ce que j'appelle l'agilité, mais l'agilité, il y a plein d'autres domaines que ça. La citoyenneté d'entreprise, c'est souvent ce qui a été reproché à la grande CDA. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un délégataire qui soit présent, beaucoup plus présent sur le territoire, et présent pas uniquement sur son territoire d'expertise, c'est-à-dire la remontée mécanique. Ça ne veut pas dire des investissements, ça veut dire de la présence plus importante. Le maintien et le développement des emplois à des conditions de ressources. Aujourd'hui, les conditions, alors, les emplois au niveau quantitatif, que ça soit clair, nous deux, Lionel et moi, on n'est pas capable de savoir s'il y a trop de salariés à la SCGM par rapport au poste, on est incapable. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut que les emplois soient les plus durables possibles, que les emplois soient sur la plus longue période possible. Et également, parce que je sais qu'il y a des... Aujourd'hui, vous êtes tous habitués, la CDA, sur tous ces domaines skiables, à des niveaux de rémunération qui sont très performants notamment eu égard à ce que proposent les autres socioprofessionnels. Il y a des socioprofessionnels qui se font concurrencer dans l'emploi par la SCGM, notamment à Tignes, ou par la STVI à Valaisie-Royard. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait un slide sur la nécessité d'être de place to work, l'endroit où les gens viennent travailler pour que chaque employeur puisse avoir plein de candidatures pour choisir les meilleurs.
Et il est clair que les conditions de ressources, on a habitué les employés de la STGM, CDD ou CDI, à un train de vie sur le territoire. Le mot est bien choisi, train de vie sur le territoire. Les gens ont organisé leur vie familiale, individuelle, sportive, privée, de manière générale, sur ce train de vie-là. Et donc, il faudra fatalement le respecter. C'est pas ce qu'on entend forcément aujourd'hui. Encore une fois, il y a tellement peu d'informations qui sont données. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui sur les petits courants, les mouvements de vallée. Le fléchage du territoire, de la richesse créée sur le territoire vers la commune, ça c'est une obligation. Mais Serge, tu nous as parlé d'un niveau de rentabilité qu'on doit de manière garantie apporter à une DSP. J'en ai jamais entendu parler, et je suppose que ce niveau cette performance de rémunération ou cette performance, elle est liée à l'EBE et pas au résultat final. Mais bon, ça c'est un point technique. Le fléchage de la création de richesse vers le territoire de la commune, pourquoi ne pas envisager? Globalement, j'ai regardé les niveaux de bénéfices nets de la SCGM depuis une trentaine d'années, depuis quasiment le début. Okay, et si on prend une moyenne, alors au début, et la SCGM est arrivée sur le territoire en 89 avec la CDA ou la Caisse des dépôts et consignations avec des difficultés financières. Et dès 89, alors il y en a qui ont plus à de date que moi, mais je crois que je me trompe pas de beaucoup, ils ont décidé d'investir dans la remontée mécanique la plus chère de toutes les Alpes, qui était le funiculaire. Et étrangement, alors est-ce qu'ils ont profité d'un phénomène ascendant en termes de fréquentation qui n'était pas lié à la force commerciale de la SCGM, mais à l'atout du territoire? Donc ça veut dire que rapidement, la SCGM, dès le début des années 90, a tiré des résultats positifs, alors qu'ils avaient fait des investissements importants au début, et ils étaient arrivés pour sauver la commune, parce que la remontée mécanique était déficitaire. Donc ça veut dire que ça fait un moment que la SCGM gagne de l'argent, globalement, on pourrait imaginer plafonner, et ça c'est autorisé dans un contrat de DSP. On peut plafonner le bénéfice, c'est-à-dire, globalement, il y a une rémunération, alors je vais vous dire, je pourrais vous dire 15, 20 millions, 100 millions. Aujourd'hui, la SCGM, au dernier bilan, fait à peu près 15 millions de bénéfices. La moyenne depuis 20 ans, elle doit être aux alentours de 7 millions. On pourrait se dire, tiens, on plafonne à 5 millions. À 5 millions, est-ce que la SCGM ou d'autres, la CDA ou d'autres, et là on va ouvrir le champ sur les autres candidats, est-ce qu'ils ne deviendraient pas? Sachant que dans 20 ans, il y aura de moins en moins de domaines. Dans 20 ans, il y aura plus beaucoup de neige partout sur la planète, vous le savez. On n'est pas dans le déni à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on a une belle force là-dessus. Toi, Lionel, tu nous parles de choses intéressantes là-dessus, sur la qualité et les atouts de Tignes. Et il est clair que ça fait partie des éléments qui nous permettraient peut-être, de plafonner le niveau de rémunération du délégataire. Encore une fois, délégataire, CDA et d'autres. On va vous parler des autres ensuite. Donc le fléchage de la création de richesse, ça n'est pas uniquement une vertu de la SPL, c'est une vertu d'un bon contrat. Un bon contrat nous permet d'avoir un fléchage qui va vers le territoire. Je parle de personnel dividende perçu par l'opérateur. Et bien évidemment, la conscience environnementale dans tous les pôles de décision, je dirais qu'aujourd'hui c'est une contrainte c'est plus une contrainte de montagne que de vallée d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a une conscience environnementale qui est plus importante chez nous qu'ailleurs. Et dans tous les pôles de décision, il faut qu'il y ait cette contrainte qui puisse butiner sur toutes les décisions du territoire. Et donc après, je suppose qu'il y aura des questions. Et pourquoi pas un mode de gouvernance? C'est une idée. Hein. C'est une idée qui s'inspire, Pascal va être content, qui s'inspire notamment des modèles autrichiens. Pourquoi pas un mode de gouvernance de type SM qui embarque le capital de la commune, un exploitant professionnel avéré, qui exploite depuis longtemps des domaines skiables, ce qui n'est pas le cas de la SPL, désolé, même si vous embarquez a priori vous souhaitez embarquer des salariés de la SCGM. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure sur les lacunes managériales, vous n'avez pas d'expérience dans cette gestion-là. Les entreprises de Tignes et les Tignards eux-mêmes. Beaucoup d'entre vous souhaiteraient, parce qu'en fait, c'est un bien commun ce domaine skiable, c'est un bien commun, et beaucoup d'entre vous souhaiteraient avoir un titre, 2 titres, c'est motivant, c'est un patrimoine, c'est quelque chose qu'on lègue à ses amis et ses enfants, qu'on peut vendre un jour, c'est un patrimoine. Le dividende, a priori, si on plafonne le dividende pour l'opérateur, on plafonne également pour les actionnaires, vous avez compris. Donc ça veut dire que ça serait pas une manne financière pour les gens qui investissent. Par contre, on embarque un sentiment de propriété, de communauté, d'adhésion à des valeurs et d'adhésion d'appartenance.
Yann, tu as des choses à dire sur... Non, bah, je pense qu'on peut passer aux questions, parce qu'on a été un peu plus long que On est un peu prévu. là, ouais, 20h, 2h. Est-ce que vous avez des questions sur cette option? Alors, juste une chose, ne pensez pas que je suis en train de faire le tapis rouge pour la Compagnie des Alpes, parce que il y a plusieurs candidats potentiels, vous le savez. Pascal l'a cité tout à l'heure, il y a la SATA qui a commencé par la Grave et qui a continué par les deux Alpes avec un investissement colossal à 130 millions sur une seule remontée mécanique qui est le Gendry Express. La SATA peut être intéressée par Tignes. La CETAM Val Thorens peut être intéressée par Tignes. Des actionnaires privés en embarquant des opérateurs peuvent être intéressés par Tignes. Donc en fait, on a un beau territoire, on a des atouts qui sont plus liés finalement à nos atouts naturels qu'à des modes de gouvernance qui sont exceptionnels depuis quelques mandatures. Mais on a des atouts qui intéressent les sociétés. On a également, alors j'ai cité un mot, ok, ne me reprochez pas, on a également des Américains type Vail qui peuvent être intéressés par un site comme Tignes, un territoire comme Tignes. Vous savez que Vail, par exemple, je dis ça parce qu'on attaque beaucoup Vail. Moi, je connais bien Vail. Vail, aujourd'hui, c'est le leader mondial, 42 stations. Ils sont aujourd'hui en Suisse sur 2 sites, Andermatt et Crans-Montana. Et sur ces sites-là, notamment Andermatt, ils ne gèrent quasiment que les remontées mécaniques. Quasiment que les remontées mécaniques. On pense souvent que, vous savez que les Suisses, avant qu'ils vendent leurs hôtels et autres, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que ils ont très peu d'immobilier sur ces stations-là. Ils ont les remontées mécaniques. Ce qui veut dire que le modèle de station intégrée de Vail sur les États-Unis, sur l'Australie notamment, et sur quelques pays d'Europe de l'Est, n'est pas duplicable en France, et pas en Suisse, et pas en Europe en général. C'est-à-dire que les gens comme Vail sont aussi des candidats pour exploiter notre domaine skiable. Voilà, et je ne vois pas d'autres candidats a priori. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces alternatives? Vous avez vu qu'aujourd'hui, vous allez sortir en disant, en fait, ils n'ont pas vraiment de position tranchée, quoi. Ils ne savent pas s'ils sont élus, s'ils mettent la SPL à la poubelle ou pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le savoir. J'espère que petit à petit, avec la communication que l'on aura sur l'avancée de la SPL, on pourra consolider notre mode de réflexion et finaliser tout ça par une décision. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on est sur plusieurs choix possibles. Est-ce que vous avez des questions? Merci de votre attention. Hein. Ça a duré 2 heures. Très bien. Merci. Tu nous traites d'enfoiré, mais je vais te remercier quand même. Serge a pris la décision, parce que j'ai demandé comment ça allait se passer pour les réunions politiques. Est-ce que on allait devoir payer les salles comme pour tous les candidats, hein, avérés, affichés, annoncés. Et Serge a pris la décision alors ce soir, on est invité on s'invite puisque c'est un peu à nous ici, donc on s'invite. Donc on ne paye pas ce soir et je crois qu'il y a aussi, tu nous as dit qu'il y avait une invitation aussi au lunch. On va en profiter aussi. On ira au lunch un jour. Et après, au lunch de Tignes Espace. Et après, on aura un tarif préférentiel. Donc, également ça pour tous les candidats aux prochaines élections municipales de mars 2026. Merci Serge. Vous avez des questions? J'aurais même peut-être une petite question par rapport aux chiffres. Je ne suis pas du tout spécialisé, mais les chiffres personnels me font quand même un tout petit peu peur. C'est pas comme si à Tignes, on avait des routes qui sont neuves, c'est pas comme si à Tignes, tout était fait au cordeau. Et donc, avec cette SPL, de votre analyse, est-ce qu'il reste quand même quelque chose pour le tout venant, c'est-à-dire la vie au quotidien, parce que le bien-être itinéraire passe quand même aussi par tout ça. Et quand je vois ces chiffres qui sont un peu... Bon, ce qui a été expliqué, c'est que l'engagement de la mairie, c'est 23 millions, et que en face de ça, il y a une dette, et que cette dette, le remboursement, enfin le montant qui va servir à rembourser la dette, sera fléché prioritairement sur la mairie. Ce sera le premier remboursement qui sera fait. Donc, de ce qu'on comprend, pour le coup, ça n'obère pas la capacité de la mairie à pouvoir mener des actions. Pierre, en fait, c'est uniquement une question de paradigme. Si tout se passe bien, comme c'est écrit aujourd'hui dans les documents de la SPL, si tout se passe bien, il y aura un ruissellement sur ce que tu dis, les routes, la jeunesse, la vieillesse et autres.
C'est ce qu'on est en train de prouver, mais on est dans un monde où on peut plus aujourd'hui dire que tout va bien se passer dans les 10 ans qui arrivent. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est à la commune de supporter ce risque-là? C'est la question, en fait. Merci à tous. Et puis, s'il y en a qui sont plus à l'aise pour parler en tête-à-tête que pour prendre la parole en public, il y a quelques bouteilles de jus de pomme et de jus de raisin. Si vous voulez rester boire un verre. Béatrice, tu veux dire un truc? Est-ce que le département pourrait avoir un avis et refuser, par rapport aux enjeux financiers, refuser une décision d'un maire? Bonne question, mais moi, on n'a pas la réponse. Moi, j'ai jamais évolué dans cet environnement-là. C'est un environnement purement politique. Et là, c'est pas le département, ça serait plutôt le préfet qui représente l'État, qui pourrait penser qu'il y a un risque territorial. Mais encore une fois, ça me dépasse. Par rapport à ce que tu dis sur la STPM, le fait qu'ils ne pourraient même pas prolonger leur concession, leur contrat. Ça, tu as raison. Ça peut être une décision de la préfecture, peut-être. Jean, tu as la réponse, tu disais, non? Je voudrais que le préfet est une demande motivée. C'est pas les élus qui vont dire non, on ne veut pas la SPF. Il faut que ça soit motivé, comme si les fonds ne viennent pas. De toute manière, si les fonds ne viennent pas, c'est clair, c'est net, c'est réglé, mais il faut faire la démarche au niveau de l'instance au-dessus pour pouvoir arrêter cette SPF. Demander à la CDA de reprendre un an avec l'accord du préfet, avec l'accord de la CDA, et voilà. C'est ce que j'en sais. Bon, ben, merci à tous, vous avez compris l'exercice. Merci. L'exercice d'éclaircissement. Merci.